Et bonsoir et bienvenue dans notre live Les Échos des terrains du média La Minute Foot. J'ai un plateau entre guillemets très garni ce soir puisque j'ai l'honneur d'accueillir John Askai du journal du Real qui habite en Suisse. Coucou de Suisse, salut John, merci d'être avec nous. Salut Nicolas, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Salut, John. Ah oui, Salut John. on a hâte de discuter avec toi du match Real Merci. OM, ça c'est une certitude. Et pour m'accompagner, eh bien, deux têtes que vous connaissez sûrement déjà. La tête qu'on n'a pas vue depuis un moment, c'est celle de Romain. Salut Romain. Salut la team. Eh bien écoutez, toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc voilà, ce soir, prêt à reprendre nos discussions. Et oui. Et il va y avoir de quoi parler, ça c'est une certitude. Et évidemment, pour en parler, qui d'autre qu'Emmanuel Trimmer, Manu. Salut Manu. Salut Nico, salut Romain, salut John. Il n'y a pas eu de match là, ça commence. Les matchs de 21h, c'est les premiers matchs de la soirée en Ligue des Champions, c'est ça, hein, Ouais. j'ai rien raté, hein. Non, le club Bruges a pas joué, ouais, t'as vu. C'est ça, donc c'est les premiers là, d'accord, ok. Exactement. Bon, les amis, c'est parti. On se lance directement dans le grand bain, si vous le voulez bien. Avec Real Madrid Olympique de Marseille. Un match de Ligue des Champions. Ça, c'est une certitude. Et bon, je vais pas faire mon clubiste de bas étage. Par rapport à ce qui s'est passé sur le match, on va dire qu'il y a, pour moi, quand même, une victoire qui est méritée au point par le Real Madrid, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de tirs cadrés, il y a eu beaucoup de taf par notre Geronimo Rulli, mais quand même, il y a eu des faits de jeu dans ce match, et je pense que c'est important qu'on en parle, et évidemment deux pénaltys, et donc un but de Timothy Weah. D'ailleurs, c'est l'OM qui ouvre le score, puisque le Real s'était jusqu'à présent confronté à un mur, avec pour moi un très 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 grand match du portier olympien. Mais ce qui est à comment dire signaler, c'est que j'ai trouvé que dans l'ensemble, l'OM peut quand même sortir la tête haute de ce match. Qui veut commencer? Manu, pour nous introduire un peu les aspects de ce match, les différents aspects. Après, évidemment, une fois que on aura parlé de tout ça, on va rentrer sur les problématiques d'arbitrage. Vous inquiétez pas. Bah, moi, tu me demandais après Lorient si j'étais convaincu, mais je pouvais pas l'être parce qu'il y avait eu le carton rouge très tôt et que c'était assez anecdotique la suite du match, même s'il y avait eu des bonnes choses. Mais après ce match face au Real, moi, je sors du positif. C'est pas, c'est là où moi personnellement je prends pas en compte que le résultat parce que oui c'est une défaite mais tu l'as dit pour moi il y a des bonnes choses à sortir, il y a du positif à sortir de ce match. Euh, je suis satisfait que l'OM ne soit jamais arrivé en victime dans ce stade qui est pas facile dans un match d'ouverture en plus. Euh, L'OM a toujours gardé sa volonté de conserver des séquences de possession, d'essayer de sortir le ballon proprement, euh, de pas arriver et tout offrir, la possession, les occasions, etc. au Real Madrid. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors oui, le Real Madrid a été maladroit, tu l'as dit. Il y a eu un très bon roulis, mais globalement, j'ai trouvé le Real Madrid assez maladroit. Mais c'est aussi parce que l'OM a fait déjouer le Real Madrid pour moi. J'ai rarement vu un Real Madrid devoir courir autant, honnêtement, surtout à domicile. Donc, moi, je sors des satisfactions de ce match. On va en parler en détail, mais ma première impression, c'était ça. C'était que l'OM n'avait pas à rougir et que surtout, ce match-là, il permettait d'avoir de l'ambition sur les prochains où ce sera moins compliqué, un petit peu moins compliqué peut-être. Donc, moi, je sors des satisfactions de ce match. On va parler aussi du penalty, mais tu l'as dit, hormis l'arbitrage, on peut en penser ce qu'on veut, mais hormis ça, le Real Madrid a gagné au point aussi. Ça, c'est vrai. Pour moi, il y a eu plus d'occasions, il y a eu de la maladresse, mais globalement, voilà, la victoire du Real Madrid, elle est logique pour moi. Maintenant,
elle aurait pu être beaucoup plus large. Et le fait qu'elle ne le soit pas et que l'OM sort de ce match avec de la frustration, eh ben, c'est bon signe. Ça montre que, qu'il y a de belles choses à faire et qu'avec une progression à l'avenir, ben, il y a encore, encore plus de belles choses à faire. Donc moi, je suis content et je suis satisfait. Merci Manu. John, de ton côté, quelle est ta lecture de ce match avec ta vision merengue? Alors, moi, je pense que l'OM peut, d'une part, comme l'a dit Manu, trouver des motifs de satisfaction, mais si on s'en tient uniquement au résultat, l'OM peut nourrir des regrets. Et pas seulement par rapport à l'arbitrage, parce qu'il y avait vraiment moyen d'obtenir un résultat plus positif. Je suis désolé, effectivement, le Real Madrid s'est procuré plus d'occasions, mais chaque occasion que Marseille s'est procurée, enfin même chaque situation a débouché sur une occasion nette. Et j'aimerais juste vous rendre attentif à une statistique, et sachant que je ne suis pas forcément friand des statistiques, mais celle-là pour moi, elle est quand même assez édifiante, c'est que le Marseille a terminé avec 56% de Oui, possession de balle à la fin du match. On pourrait se dire oui, mais il y a le carton rouge. en effet. À la mi-temps, elle était de 53% au Bernabeu. Oui, oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sachant que, en tout cas, les 20 premières minutes, le pressing des offensifs du Real Madrid, il était irréprochable, selon moi. À partir de là, il y a des problèmes qui étaient déjà pas tant lors des premiers matchs de Liga. Personne n'a rien dit parce qu'effectivement, il y a eu 4 matchs, 4 victoires. Mais moi, j'estime que on peut pas, enfin, quand on est un club comme le Real qui aspire à tout gagner, on ne peut pas faire fi du contenu. Et à titre exemplatif, on l'a vu la saison dernière lors du premier match officiel du Real Madrid en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Real Madrid a gagné 2-0. Mais ces défaillances, les défaillances qui l'ont accompagné tout au long de la saison dernière, étaient déjà perceptibles lors du premier match. Donc maintenant, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise on a gagné, c'est bon. Non, il y a une grosse marge d'évolution et le défi pour Xabi Alonso et l'équipe, ce sera de gommer les défaillances qu'on a vues et, et d'avoir une évolution en termes de rendement de l'équipe. Maintenant, par rapport à Marseille, moi, je trouve que c'est une belle équipe qui prend des risques, effectivement, et qui, pour moi, peut déranger certaines grandes équipes en Ligue des Champions et peut-être même se qualifier lors d'un barrage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, là-dessus, je pense qu'on est quand même assez unanime avec toi par rapport à ces motifs de satisfaction. Voilà, je te donne la parole, Romain, mais je pense que on pense la même chose. Et comme on l'a si bien dit. Alors moi non, Ah, moi non. attends, juste je termine, parce que les 57% de possession de balle au Bernabeu, c'est quand même pas mal. Tout à fait. Mais moi, non, je ne suis pas comme toi et Manu, où vous pensez que le Real a gagné au point. Moi, je pense que si le match aurait dû finir en match nul, tout simplement. Ah oui, Le Real ne méritait pas plus que battre l'OM. Ils ont eu des occasions, mais il fallait les mettre, ils les ont pas mis. J'ai envie de vous dire, alors on prend Saint-Etienne qui met 3 tirs sur les poteaux en 76. Le Bayern, ils ont une occasion, ils marquent. Non, 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 c'est le résultat. Le résultat ne reflète pour moi pas la physionomie du match. Moi, je pense qu'il y a surtout 3 temps qu'il faut retenir. Il y a quand même eu un premier quart d'heure très compliqué marseillais. Et là, je vous dis la vérité, c'était de la pression, de la tension. Un Real Madrid qui faisait un pressing haut. Et ça, je vous dis la vérité, je me suis, mais littéralement, excusez le terme, vas-y. chié dessus. Là, on partait sur vraiment, je voyais vraiment une grosse rouste. Et puis à la 16e minute, jusqu'à la 82e, je dis bien de la 16e minute jusqu'à la 82e, on a eu un OM qui a osé, un OM qui a regardé le Real Madrid dans les yeux, qui est allé chez lui, qui a allé mettre des coups, qui a gagné des duels. Il y a des individualités qu'on peut sortir de ce 11 qui ont été très très plaisantes. Et moi, ils m'ont régalé, très sincèrement. Mais voilà. Par contre, je vous le dis, moi, ce que j'ai pas aimé, et ça, c'est quelque chose qui m'a foutu en rogne, c'est que, en fait, j'ai trouvé que l'OM, de la 82e minute qu'ils encaissent le penalty jusqu'à la 97e, eh ben, on a vu un Olympique de Marseille qui avait le ballon, mais qui était inoffensif. Les transmissions étaient lentes. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas osé. Et c'est ça, moi, qui m'a déçu. Je pense qu'à un moment donné, tu te retrouves à 10 contre 11, tu as concèdes un penalty, tu dois faire en sorte de tout donner.
Tu as eu des occasions, certes, mais c'était timide. À l'image de Greenwood. Greenwood, il a cette frappe qui met au-dessus parce qu'il n'y croit pas. Hein. Il n'y croit pas. En plus, il passe devant le défenseur, mais il n'y croit pas. Et c'est ça qui m'a vraiment mis un petit peu en rôle parce que je suis certain qu'au psychologique, on pouvait revenir, et je dis même mieux, on pouvait même essayer de chercher peut-être mieux que le nul. Voilà. Alors après, je vous rejoins. Hein. Ça a été super encourageant. Quand on regarde le Real Madrid, c'est des blocs bas, un petit peu comme l'OM en Ligue 1. On essaye de récupérer des ballons, on envoie des ballons loin, et puis les adversaires derrière, ils essayent sur un malentendu marqué. L'OM est venu à Madrid, dans le temple du football, à continuer avec sa vision du football, à pratiquer son football, n'a pas eu peur et a sorti une belle prestation. Mais moi, très sincèrement, je suis un gagnant. Je perds. Ben, c'est même qu'il y a une belle prestation, je vais me servir de cette belle prestation. Mais cette fois, cette belle prestation, je vais essayer de la faire de la première à la 97e minute. Et là, je pense qu'on pourra peut-être enfin dire qu'on aura fait un match complet. Vraiment. Moi, je vous le dis, le dernier quart d'heure, j'avais l'impression de me retrouver à Rennes. Le même match qu'à Rennes, à 10 oui. contre 11, à faire des transmissions lentes, on joue à la baballe, des Murillo qui reviennent toujours derrière, le jeune Riley, l'anglais, on le CJ, voit ouais. deux, trois fois, il y a Greenwood qui fait des appels devant, il est quasiment seul, et repasse derrière, ça tue des occasions. Moi, ça, franchement, ben voilà, ça, je veux plus voir. Mais par contre, l'OM de la 16e jusqu'à 82e, eh ben, ils m'ont régalé. Et avant de poursuivre sur ce match, moi j'ai juste un truc à dire, c'est que ça me paraît pas non plus aberrant cette comment dire problématique d'automatisme en fait, parce que bah, c'est malheureusement une équipe qui s'est construite sur le tard, avec voilà des arrivées très tard. Donc toute la pré-saison, enfin je sais pas si on se rend compte, mais bah, t'as quasiment bougé. Bon après il y a la force des choses de ce qui s'est passé à Rennes évidemment, on va pas revenir dessus. Mais tout ça pour dire que forcément, avec déjà deux arrivées au niveau des défenseurs centraux, et en plus, il faudra noter super match d'Emerson d'ailleurs, soit dit en passant. Ah, monstrueux. Ouais, Emerson, monstrueux. voilà. Et un qu'on a critiqué, et d'ailleurs dans la Provence, il a eu trois, mais ça a été aberrant. Vous excuserez, je vous prends un peu du temps. C'est Kondogbia. Ah, Hormis il a le eu penalty, trois. je trouve. Hormis le penalty, que je trouve que c'est franchement, là sur le coup, il a été. Mais moi, dans le match, je suis désolé, Kondogbia, croyez-moi, ça a été. Dans le premier quart d'heure, pour moi, ça a été le seul qui a sorti la tête de l'eau. Ouais. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Hein. Dans la Provence, ils lui ont mis trois. Je trouve ça sévère. Oui, oui, c'est très sévère. En tout cas, moi, tout ce que je veux dire, c'est que compte tenu des circonstances et compte tenu du début de saison de l'OM, franchement, c'est quand même un match. Enfin, je vais pas dire référence, mais on s'attendait vraiment à pire, quoi. Enfin, je veux dire, quand on a vu ce qu'on était Ah capable de oui, faire, on s'attendait vraiment, vraiment à pire. Il a fallu des miracles de roulis, certes, mais c'est pour moi ben, de l'expérience, évidemment, de la pure expérience de Ligue des Champions avec une équipe qui est en construction. Donc forcément, ben, je suis plutôt optimiste. Je vais passer la parole à John. Je voudrais quand même que tu nous parles. Quel est ton point de vue par rapport ben, à ce qui s'est passé avec Carvaral et son fameux carton rouge? Alors, Carvaral, pour moi, en tant que capitaine et à l'âge qu'il a, il ne doit pas faire ce qu'il a fait. Dans le sens où il n'y a pas de motif justificatif qu'on peut lui trouver. Quand une personne elle est entre 20 et 25 ans, allez, on appelle ça une erreur de jeunesse. Là, avec l'expérience qu'il a, à ce moment-là, sachant qu'il sait pertinemment que une victoire est importante pour bien démarrer ta campagne en Ligue des Champions, surtout dans le format actuel, je comprends pas son geste. Je Ben, vois pas le, c'est je vois pour pas ça que je te l'intérêt demande. Parce que à personne ne le pardonner. comprend en fait. C'est de l'ego mal placé, tout simplement. Voilà. C'est quelque chose auquel il est habitué ou pas, justement, ce comportement? Même pas forcément, non. Même pas forcément. Je trouve pas, tu peux demander à Emmanuel. Moi, j'ai pas forcément de souvenirs similaires d'un coup de poing comme ça. Je sais pas. Tu voulais dire quelque chose, Romain? Ouais, moi je voulais dire que ça montre bien que le Real était dans une situation à nerf, à cran, pour en arriver là. Fébrile donc. Cette
réaction, pour moi, il est sorti de ses gonds. Bon, il y a dû avoir quand même des échanges parce qu'il faut quand même savoir que Rulli est argentin, donc il parle espagnol. Donc il y a peut-être dû avoir des mots comme peut-être dû être déplacés, comme la plupart de toute façon des footballeurs sur un terrain, ce qu'ils peuvent se dire. Et des fois, même ça, on dit des choses qu'on ne pense pas. Hein. Mais je pense qu'il y a eu aussi le fait que le Real, à un moment donné, était sous pression, puisque ce carton rouge, il est à un partout. Oui, bien sûr. Donc, à un moment donné, je crois que c'est à la 75e, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est à la Euh, 75e qu'il prend le rouge. il me semble. Ou peut-être un peu plus tôt, je ne sais plus. 73e, mais c'est par là. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est que ça prouve bien que le Real, à un moment donné, était dans une situation où ils étaient à cran parce qu'ils étaient sur le point de se faire accrocher. Donc l'OM avait presque réussi comment ça s'appelle son pari. Et je lui en veux pas, mon Carvajal. C'est le joueur que c'est. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que quand se blesse, tu vois l'équipe titulaire, je vois Arnold, je dis oh là là. Je vois Arnold d'un côté, je dis franchement, lui, il va nous faire la misère. Et au final, au bout de 2 minutes, il sort. Bon, je me dis, mais quand on voit Carvajal qui rentre, mais je me dis, bon, ben, il va nous faire quand même la misère. Donc voilà, c'est ça quoi le truc. Mais voilà, après, bon, je ne pouvais pas savoir à quel point moi j'ai toujours aimé ce joueur, Grinta. Donc voilà, pour moi, ça arrive. Et voilà. Ouais. Ça vient de me faire penser à une chose. Est-ce que Carvajal n'était pas déjà à cran par rapport à sa suppléance, Ouais. en fait, qu'il ait commencé sur le banc? Parce que c'est vrai il avait alterné jusqu'à présent entre Arnold et Carvajal. Carvajal a joué les 2 matchs à l'extérieur et Arnold à domicile. Mais là, on était face au premier adversaire d'un certain standing. Et peut-être qu'il se disait que même si c'était à domicile, il allait le démarrer. Surtout qu'il y avait des éléments qui étaient sortis dans The Athletic par Mario Cotegana, comme quoi euh, euh, il, il- il allait être titulaire cette saison. Est-ce qu'il l'a pas mal pris? Ça, je me pose la question. Mais dans tous les cas, je ne trouve pas de raison dans son geste. Je ne sais pas. C'est toi qui as raison. C'est exactement ce que j'allais dire. Et pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que déjà, et vous avez parlé de fébrilité du Real. Oui, un petit peu, parce qu'il manquait de justesse. Le score n'était pas fait. Mais lui, particulièrement vis-à-vis d'Alexander Arnold, oui. Je pense que c'est ça. Il a dû mal vivre le fait que Alexander Arnold arrive. Il doit aussi mal vivre le fait qu'il ne débute pas le match. Et tout ça fait qu'il fait un geste totalement débile. Et pour moi, c'est carton rouge. Mais John, à mon avis, c'est exactement ça. C'est le fait que c'est la pression de ne plus être le latéral droit. Parce que Carvajal, c'est aussi l'histoire du Real Madrid. Il a fait toutes les gloires du Real Madrid récentes. Et le fait aujourd'hui d'être un petit peu déclassé, forcément, tu n'es pas dans le même état d'esprit. C'est très juste. Merci. Ouais. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose, John. Ouais, Vas-y. c'est vrai que c'est quand même important de rappeler que Carvajal a démarré 6 finales de Ligue des Champions et a remporté les 6. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent se prévaloir de ça. Oh oui, C'est quand même pas clairement. mal. C'est un bonhomme. Ça, c'est une certitude. Et justement, je voulais quand même que tu nous parles, John. On a voilà, la joie de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'un Huijsen et d'un Mascherano? C'est des joueurs qui sont arrivés récemment dans l'équipe et donc j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots sur ces joueurs. Bah, écoute, Huijsen, il a un profil très atypique, dans le sens où des défenseurs de cette taille, il y en a déjà eu par le passé. Des défenseurs autant à l'aise balle au pied, il y en a déjà eu par le passé. Mais des défenseurs qui combinent les deux facteurs, j'ai pas forcément le souvenir que ça a existé. Donc on est face peut-être à un nouveau prototype d'un défenseur qui est grand, mais qui a quand même qui n'en perd pas de la dextérité au niveau de ce qu'il est capable de faire balle au pied, car il a peut-être un centre de gravité très bas, mais aussi son père avait mentionné le fait que, comme voilà, son père a été footballeur, il est néerlandais, il a joué en Espagne, mais lorsque lui était dans le centre de formation de l'Ajax, il y a apparemment Zedorf qui lui avait dit que
c'était important de tout le temps travailler son mauvais pied. Et puis on pourrait croire que Einstein est gaucher, il ne l'est pas. Il est droitier à la base, mais de par le fait qu'il est très à l'aise avec son mauvais pied, il est quasiment ambidextre. Donc, sa capacité de relance, grâce à sa qualité technique et sa vision de jeu, ça apporte beaucoup au Real Madrid. Dans le domaine aérien aussi, je trouve qu'il est intéressant de par sa taille. Et dans un collectif, justement, qui est quand même dominant, je trouve qu'il est excellent depuis le début de saison. On en oublierait presque son âge. Et moi, je suis très, très satisfait de lui. Quant à Franco Mastantuono, moi, j'étais très, très enchanté par rapport à son transfert. J'aimais beaucoup ce que je voyais en Argentine, notamment au niveau de la personnalité qu'il dégageait. Et pendant la Coupe du Monde des clubs, j'ai aussi compris pourquoi Xabi Alonso a voulu le recruter et aussi pourquoi Luis Enrique voulait le recruter. Je pense que c'est autant voire plus par rapport à son jeu sans ballon. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et je ne fais pas référence forcément à la première action où justement il a un compte favorable après son pressing et puis qu'il est proche de marquer, mais du moment où il est sur le terrain, tant qu'il a du jus, il va jamais tricher, il va tout le temps aller au pressing de manière assidue. Et pour des entraîneurs avec le jeu de Xabi Alonso et de Luis Enrique, je pense que c'est surtout ça ils aiment bien chez lui. Maintenant, il y a aussi l'aspect qu'il a effectivement une bonne patte gauche. L'action qui manque avant la mi-temps ne doit pas la manquer, bien évidemment. On met ça sur le compte de l'âge, dans l'avenir. En ayant revu le match, je me suis dit qu'au final, c'est vraiment là qu'il a voulu tirer. Dans le sens où je pense peut-être que dans sa tête, il y a eu une prise de décision rapide à faire et il spéculait peut-être sur un plongeon de Rouli et il s'est dit voilà, je le prendrai à contre-pied. En direct, c'est pas ça qui m'est venu, mais quoi qu'il en soit, ça doit être goal, bien évidemment. Ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de pression qui est mise sur lui, de par la presse, de par le club, comme on l'annonce, aussi en Argentine, lui donner le 10 de Messi. Je trouve que c'est le desservir, même si pour moi, mentalement, il est très fort, il est très mature. Je trouve que c'est le desservir. Parce qu'après, ça crée trop d'attentes et corollairement de la déception. Voilà. Le mec titulaire, c'est mettre une pression. Ça, c'est le choix du coach aussi, de l'aligner titulaire, sachant que tu mets Vinicius sur le banc et que tout le monde va parler du fait que Vinicius est sur le banc, c'est mettre une pression supplémentaire à Mastro Antonio. Pas le club, c'est le choix du coach. Moi, je le trouvais bon. Maintenant, à ce niveau-là, sur son jeu sans ballon, tu as 100% raison. Ça, c'est vraiment précieux et ça va être précieux s'il garde ça parce que les joueurs avec cette qualité, avec cette finesse qui font autant d'efforts, c'est assez rare. Mais maintenant, à ce niveau-là, quand on parle du Real Madrid, tu dois être capable d'être décisif quand tu as autant de ballons importants dans la surface. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. Alors, c'est rien à 18 ans, c'est la prochaine étape. Mais lui mettre la pression dans ce genre de match, ça veut dire il faut que tu sois décisif. On attend de toi que tu sois décisif. Ça n'a pas été le cas. Ça va venir. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas encore été le cas. Et Romain, tu veux dire quelque chose sur ces joueurs? Moi, franchement, moi, il m'a impressionné. Hein. Très sincèrement, il m'a impressionné. Quand on voit la compo, alors je le connaissais bien sûr de nom, mais je l'avais jamais réellement vu jouer. Quand je vois qu'il met Vinicius sur le banc, je me dis, bon allez, il veut piquer un petit peu déjà dans son orgueil Vinicius, mais quand même, tu te permets de mettre sur le banc quelqu'un où tu respectes pas ce joueur-là, où tu respectes pas ton adversaire, ou alors tu as quelqu'un qui est vraiment très bon. Et franchement, moi, il m'a fait peur plus d'une fois en première mi-temps. Vraiment. Par contre, moi, je reviendrai sur comment ça s'appelle, sur le défenseur néerlandais. Alors, je sais pas le dire. Moi, très sincèrement, je l'ai trouvé très fébrile contre l'OM. Hein. Il a pris un rouge contre la Real Sociedad le dernier match. Moi, je l'ai trouvé fébrile. Hein. C'était une erreur, le rouge. La Liga a annoncé que c'était une erreur, le rouge qu'il avait pris. Oui. Et là, honnêtement, il n'est pas aidé par Militao. Hein. Il n'est pas aidé par Militao, mais bon, on reviendra un peu plus tard dans la soirée. Il y a un penalty qu'il commet parce qu'il y a un ballon qui revient dessus. C'est lui qui perd le ballon sur le but de Weah. Moi, très sincèrement, je n'ai pas vu une équipe souveraine, une défense souveraine, le Real. Hein. On connaît les mots MAUX de la défense madrilène. Moi, franchement, contre l'OM, justement, je regrette qu'on n'ait pas mis plus de pression. Mais bon,
Après, on va pas les tuer, c'est un début de saison. On sait que voilà, il y a petit à petit physiquement, on va monter en gamme. Il y aura de la progression parce que voilà, c'est quand même pour moi des diamants à polir, hein, vraiment. Hein. Et je pense qu'ils ont la possibilité d'eux, mais j'ai plus été marqué par vraiment ce garçon de devant qui nous a rendu fou tout le match que par lui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, je suis assez d'accord avec ton analyse. Euh, J'aimerais qu'aussi on parle d'un certain Léo Balerdi qui était très attendu dans ce match. Parce que vu ses récentes performances en Ligue 1, eh bien, voilà. Non seulement les médias étaient sur son dos, évidemment une partie des supporters de l'OM aussi. Il était très décrié et vu sa performance au Bernabeu, ben, je pense que on peut décemment dire bravo l'artiste. T'en as dans la tête, t'as un mental. Je crois que t'es d'accord avec moi, Romain. Il a été costaud, hein. Il a été très costaud, hein. Il a été dur sur l'homme. Il a essayé de faire disjoncter Mbappé. Bon, Mbappé le connaissait bien sûr, donc il n'est pas tombé dans le panneau. Après, moi, je regrette encore un petit truc sur Balerdi, c'est que je trouve que des fois, il peut commettre la petite erreur qui va faire que ça va être, sera pas une copie vraiment toujours bonne. Je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous vous rappelez cette action où à un moment donné, il y a une relance du Real, il n'y a personne, en fait, il n'y a que lui et Rouli. Et en fait, ben, il peut la laisser passer à Rouli. Hein. Il n'y a pas de danger. Rouli lui prend la main ou la garde au pied, il la monte. Et Balerdi récupère le ballon, il veut monter, il se met il va se renfermer, il veut passer le ballon, il envoie le ballon en touche au final, il y a une touche madrilène, et sur la touche madrilène, il la joue vite, et tu te mets dans une situation de danger. Oui. Alors qu'initialement, tu n'as pas de danger. Et ça a toujours été Balerdi. Je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'il réfléchisse. Alors, vraiment, moi, sa prestation m'a régalé. Justement, tu l'as si bien dit, Nico. Ouais, j'ai dit, moi, Balerdi, voilà, titulaire. Jusqu'à présent, il n'a quand même pas été exempt de tout reproche sur le début de saison. On va le mettre en Madrid. J'étais même pas pour, je vous dis honnêtement, hein, parce que j'ai dit, si se loupe, on va lui flinguer sa saison et pour le récupérer, ça va être compliqué. Et il m'a fait mentir. Et j'en suis vraiment content. Mais voilà, je pense que Balerdi, il a encore besoin de travailler sur cet aspect-là. Il faut savoir à un moment donné, ben écoute, vas-y, prends le ballon, ne te mets pas dans des dangers ne cherche pas à faire des trucs qui vont mettre ton équipe en danger. Et c'est ce qu'il a fait une fois, mais après, derrière, moi, il m'a vraiment régalé. John, toi, ta lecture du match de Balerdi? Oh, moi, je l'ai trouvé impérial, hein, Ah vraiment. ouais, c'est Et ça me plaît ouais, ce que non, tu non, dis. non, non, impérial. Et bon, comme tu l'as mentionné, il était décrié par rapport à ce qu'il faisait en Ligue 1, mais il y a un autre événement récent qui a été marquant, c'est son expulsion contre l'Équateur avec l'Argentine, où il a été vraiment pointé du doigt. Et effectivement, il était attendu au tournoi, et moi je trouve qu'il a brillamment répondu. Et c'est vrai que on peut un peu se plaindre de la qualité de certains défenseurs contemporains, notamment sur l'aspect défensif. Là, on voit un défenseur qui avait vraiment envie déjà de montrer qu'il était là. Euh, Sa présence, il a fait ce bloc contre Mbappé, qui était très intelligent, je trouve. Ça a aussi bien annoncé la couleur et il a montré Coco, tu vas pas passer une soirée tranquille. Et ça, je trouve que dans l'esprit, c'est déjà très intéressant d'un point de vue psychologique. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Voilà. Je vais juste reprendre sur un point, parce que c'est pas lui qui est expulsé, c'est Nicolas Otamendi. Ouais. C'est lui qui amène C'est le carton rouge, en fait. Il laisse passer le ouais, ballon c'est et Balerdi qui Ah se fait oui, prendre dans le dos. pardon. Il se fait prendre dans le dos par le long ballon, et c'est ça qui a été pointé Voilà. du doigt, mais c'est Otamendi qui fait la faute. Merci de m'avoir rappelé ça, je me suis trompé. Mais c'est vrai que c'est lui qui s'est troué sur l'action. C'est Ou bien ça, c'était ça. Voilà. c'est exactement ça. Voilà. On est totalement d'accord avec ça. Donc oui, il n'était pas sur le papier. Voilà, c'était quand même une épreuve pour lui de se mettre dans un match à ce niveau-là, en fait, par rapport à ce qu'il a vécu avant. Donc ouais, pour moi, mentalement, il est quand même fort, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Manu, mais Ouais, je l'ai trouvé bon et pour moi, il y a une explication à ça. Enfin, j'ai vu une explication à ça.
Pour moi, euh, il y a eu la déresponsabilisation de son jeu avec ballon. C'est-à-dire que déjà, le contexte du match fait que l'OM n'a pas eu à avoir le ballon dans la moitié de terrain adverse pendant 87 minutes sur 90. Ça le déresponsabilise de ça. Et il y a aussi le fait, j'ai trouvé, que les milieux de terrain de l'OM, vous avez parlé de Kondogbia et je suis totalement d'accord avec ça, les milieux de l'OM ont pris en charge cette possession du ballon et ne l'ont pas laissé à Balardi comme ça peut être le cas souvent. Et lui, du coup, il a pu se focaliser sur son duel avec Mbappé qu'il a très bien géré. Donc, au final, moi, je trouve que parce que je te disais, quand je critiquais Balerdi, je te l'ai dit, c'est pas que lui, c'est aussi les consignes que tu lui donnes Bien sûr. d'avoir le ballon 87 minutes sur 90 et du coup, d'oublier que c'est un défenseur central. Le déresponsabiliser de ça, j'ai trouvé que ça l'avait rendu meilleur. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a voulu montrer, etc. Très bien, très bonne mentalité, parfait. Mais concrètement, tactiquement, le fait qu'il ne s'occupe pas de la construction du jeu constamment, pour moi, ça lui a été bénéfique. Donc, j'espère continuer à voir ça et que le ballon il sorte plus vite de ses pieds et qu'on arrête de penser que c'est à la fois Nesta, Maldini et Ronaldinho. Parce que ce joueur-là, il n'existera jamais. Donc, s'il peut rester un défenseur central, à l'avenir, c'est bien. Et je vais juste terminer par, entre guillemets, mes joueurs côté OM où j'ai été déçu. Bah, le premier, c'est Aubameyang, parce que il a quand même voilà, une belle balle de 2-0, ou 2-1, je sais plus d'ailleurs. Mais Le 1, 2-1, ouais. En le disant, je me suis dit, attends, en fait, ouais, 44e, si je dis pas de bêtises. ouais, tu dois avoir raison. Et O'Reilly et Højbjerg, c'était compliqué quand même. Enfin, je sais pas quelle est votre lecture, mais moi j'ai Alors, trouvé que c'était quand même pas au niveau, quoi. Holberg, il a eu ce premier quart d'heure et donc il y a d'ailleurs cette 45 secondes où il fait cette remise Oui, magistrale à à Mbappé. Mbappé, ouais. Ah, ça a été quand même quelque chose. Il m'a fait friser, voilà, vous savez, les poils de houx, mais derrière, je trouve qu'il a été à l'image de l'OM, c'est-à-dire dans le premier quart d'heure, il n'était pas là, et après, on a retrouvé quand même le Holberg. Voilà, c'est ça qui est encourageant. Mais j'avoue que Holberg, pareil, il fait quand même un début de saison assez poussif, et je pense que ça serait bien peut-être de le rebooster. Le problème, c'est qu'actuellement, on a le petit Belge qui arrive, qui prend à peine ses marques. Oui. Et je pense que Derby, justement, il veut pas trop il veut encore le préserver, mais je pense que dimanche, il sera encore sur le terrain, mais potentiellement, à Strasbourg, il peut aller faire un stage, suivant le rendu qu'il fera, parce que tant contre Paris, il sera très bon. Mais je suis tout à fait d'accord. Et le O'Reilly, ben, je l'ai trouvé timide, hein, comme son entrée contre l'Orient, très timide. Donc, on a besoin de quelqu'un qui s'impose. Et moi, pour l'instant, voilà, je suis un peu mitigé. Alors, je vais pas le tuer parce que c'est trop Bien facile sûr. de des joueurs quand ils arrivent à peine. Mais voilà, j'attends un peu plus de sa part, tout simplement. Après, c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout déconnant de mettre un Højbjerg titulaire, parce que c'est censé être un taulier, parce qu'il a énormément d'expérience, hein. Donc pour moi, c'est logique. Après qu'il soit pas à un niveau tel qu'on l'a connu la saison dernière d'ailleurs. C'est c'est- 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 quand même une vraie interrogation. T'en penses quoi, Manu? Ouais, il est pas au même niveau, c'est vrai. Quand, Romain, tu parlais au début de manque d'audace et de manque de prise de risque, et je suis totalement d'accord avec ça, et pour moi, ça vient en partie du jeu de Dolberg hier, avant-hier, parce que c'est à lui aussi de prendre l'initiative dans le jeu, de casser des lignes, de jouer de manière verticale, de trouver des passes dangereuses. Il sait le faire, et il sait aussi le faire par la course et par la frappe. Il sait à peu près tout faire. Donc le fait qu'il ne le fasse pas, le jeu de l'OM en apathie dans l'audace. Et c'est ça qui a un petit peu manqué pour vraiment totalement faire jeu égal avec le Real Madrid. Et ça doit venir de lui. Mais bon, je suis pas inquiet. Il va a priori retrouver son niveau. Il va enchaîner. Quand l'OM sera bon, il va aussi élever son niveau. Encore meilleur, je veux dire. Donc, je suis pas inquiet. Mais oui, s'il est meilleur hier, l'OM peut avoir un meilleur résultat. Et c'est parce qu'il est assez neutre que l'OM ne va pas chercher un meilleur résultat. Je vois que John hoche la tête. Oui, parce que
je suis d'accord avec Emmanuel, mais ça me permet de rebondir sur ce que Romain a dit avant par rapport à Kondogbia. Effectivement, je trouve que la note qui lui a été attribuée est sévère et probablement due au penalty, parce que il y a aussi Bien une chose sûr. dont on doit parler. Pour moi, s'il n'y a pas ce penalty, je pense que le résultat aussi est différent. Mais pour dire, pour moi, Kondogbia, j'ai pas été surpris, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un joueur sous-coté. Aussi, pour moi, à l'Atlético Madrid, je le trouvais très très bon et très intelligent. Donc moi, j'ai pas été surpris que dans ce type de match, avec cet enjeu, il performe. Maintenant, effectivement, à dire qu'il avait un compère à côté de lui qui était meilleur, je pense que... Alors, je ne vais pas parler de résultats, mais je pense que l'OM aurait pu encore faire plus mal offensivement et plus serein défensivement. Voilà. Ah, c'est sûr que si tu mets à côté de Kondogbia un Caicedo, c'est pas le même match, hein, donc Ah oui. C'est pas le même prix non plus. ouais, mais bon, qui sait, hein, hein. Peut-être que Bluco va racheter l'OM, je sais pas. Bref. Ouais, je voulais juste interroger John sur, bah, en fait, un joueur qui m'intrigue quand même parce que ce fameux Rodrigo qui était annoncé partant cet été, ah bah, il est revenu en fait. Il est revenu à un niveau très très intéressant. Comment tu le vois toi? Alors, j'ai trouvé que les trois offensifs, et je l'englobe dedans, ils ont fait un match correct. Ils ont réussi des choses. Ils en ont loupé. Rodrigo, c'est lui qui provoque le penalty. Mais aussi, à 16 mètres, il fait une passe à Rouli. Normalement, à ce niveau-là, il ne doit pas faire ça. Hein. C'est un bon exemple de ce que Rodrigo est capable de faire. On n'est pas très surpris de ce que Rodrigo est capable de faire avec ballon. C'est-à-dire par rapport à sa qualité technique, par rapport à son foot. Mais après, Rodrigo a toujours le même problème. C'est que, je sais pas, à un moment, vous voyez au fil du match, d'un coup, il disparaît. Puis vous comprenez pas spécialement pourquoi. Et moi, je pense que c'est dû à un problème qui le poursuivra toute sa carrière. Et c'est pour ça que pour moi, son rendement ne sera jamais en adéquation avec son potentiel. C'est un problème de personnalité, tout simplement. Voilà. Je sais pas comment vous le percevez en tant que supporter, pas neutre, mais de l'extérieur. J'aimerais bien aussi avoir votre avis. Manu, vas-y. Moi, j'aimerais bien le voir enchaîner. Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu inconstant, un petit peu timide parfois. Si tu parles de personnalité, ça peut être ça, qui prend pas forcément ses responsabilités. Mais il faut dire aussi que pour l'instant, dans son cycle au Real Madrid, j'ai pas trouvé qu'il avait eu l'opportunité d'enchaîner totalement et d'être vraiment un des leaders de cette équipe. Pour moi, il faut lui offrir un petit peu plus de temps. J'aurais aimé voir Vinicius et Rodrigo sur le terrain, voir ce que ça aurait donné. Je pense que c'est une solution, mais on va voir. Sinon, moi, Rodrigo, je l'ai trouvé plutôt bon. C'est lui qui est décisif sur le penalty, tu l'as dit, John, très vrai. Il est très important ce penalty. Je l'ai trouvé très remuant. J'ai trouvé que dans cette attaque sans Vinicius, c'est lui, Rodrigo, qui prenait des responsabilités en cherchant beaucoup le 1 contre 1, l'élimination, en cherchant à faire des différences. Donc, moi, je l'ai trouvé assez entreprenant et j'aimerais le voir continuer. Je pense que ce match fait qu'il mérite d'enchaîner et d'avoir des minutes. Donc, on va voir. Mes chers amis, je pense qu'on est arrivé au moment fatidique, l'arbitrage, n'est-ce pas? Et effectivement, il y a eu deux mains dans ce match. Une de Militao et une autre de Medina, avec des impacts différents. Et c'est vrai que voilà, on a l'habitude de parler de ce genre de choses, mais on aimerait bien un consensus arbitral où, en fonction de l'arbitre, eh bien, les décisions ne changent pas, puisque il est censé y avoir des règles, et il faut atténuer ces problématiques, voilà, où, encore une fois, on a l'impression que il y a deux poids deux mesures, et c'est dérangeant parce que ça ouvre la porte à tous les délires de complot, et c'est dommage. Et ça jette l'opprobre sur bah, un élément majeur du foot, c'est-à-dire l'arbitre. Sans lui, on peut pas jouer.
Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que finalement les décideurs ne prennent pas voilà, de recul par rapport à la situation pour se poser et se dire il faut qu'on arrive à les aider. Il y a la VAR, on peut être pour, on peut être contre, mais en l'état actuel des choses, voilà, il y a quand même pas mal de décisions qui restent surprenantes. Bref, euh, toujours est-il que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si on ne siffle pas la main de Militao, il ne faut pas siffler celle de Medina. Ça me paraît évidemment logique. Manu, t'en dis quoi? Sur l'action de Militao, moi, c'est pas la main de Militao qui me gêne. Il a vraiment le bras collé au corps, là, pour le coup. Ce qui me gêne, c'est plus, peut-être, c'est la main de Hussein derrière. Euh, pour- Merci. pourquoi pas? Elle est plus décollée. Militao, tu peux pas faire plus collé. On demande de coller le bras, il a le bras collé. Le bras, il est comme ça, regarde. On voit l'image, il est comme ça. Là, on ne me voit pas, mais il est comme ça. Alors Donc, presque, il est presque comme ça. bah T'es si, il a le bras sur la poitrine, t'es- regarde. t'es pas censé faire ça avec ton bras en fait. T'es pas censé le sortir en fait. T'es censé Bah, le il est pas coller. sorti. Bah si, Oui, il est mais il peut pas sorti. se déboîter l'épaule non plus. Il peut pas le Ah, mettre. Non, moi, c'est... ça me gêne pas. Ça me gêne pas. À la limite, celle d'Einstein, après, pourquoi pas? Elle n'a pas été Euh, vue, celle d'Aysen. Je suis sûr qu'elle n'a pas Elle été vue. n'a pas été vue, mais la VAR peut intervenir. Là, il aurait pu regarder, en tout cas, l'arbitre. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas appelé. Maintenant, sur celle de Medina, moi, je l'ai dit en direct, pour moi, je siffle penalty comme l'arbitre. Euh, Pourquoi? Parce que Medina a le bras décollé. Là, pour le coup, on parle de bras décollé. Je parlais de bras collés pour Militao. Ben là, Medina, c'est bras décollé. Et parce qu'il n'a pas le bras au sol. Et là encore, tu peux regarder à la barre, parce que ce que je n'avais pas vu, c'est que c'est sa jambe qui envoie le ballon, enfin, sa jambe, son mollet touche le ballon avant le bras. Donc ça aussi, c'est un motif pour annuler le penalty. Au final, il y a une décision litigieuse qui n'est pas revue et une qui est sifflée qui n'est pas revue. Oui, c'est très dur. C'est très, très dur. C'est extrêmement dur. Maintenant, je suis pas outré, je ne suis pas choqué. Beaucoup ont été choqués. Moi, je suis pas choqué. Honnêtement, là, je vois la main de Medina, elle est pas au sol. Il a le bras sur le côté. Je pense que je siffle comme l'arbitre sur le moment. Est-ce que la VAR doit l'annuler? Je sais pas. Ah, je vois pas. Autant je comprends. Enfin, j'en rigole par rapport à Militao quand tu me dis qu'il met sa main contre son corps et tout ça. Autant c'est pareil pour Medina, il peut pas se couper le bras en fait. À un moment donné. Mais oui, mais regarde, c'est dans l'autre sens. Là, Medina, il n'a pas le bras vers son corps. Il a le bras de Non mais l'autre côté. Manu, quand tu as joué au foot, tu sais très bien que c'est un geste naturel en fait. Quand tu vas chercher le ballon comme ça, tu vas pas le chercher avec les bras qui sont collés au corps. T'es pas un pingouin. Non, mais je suis Donc d'accord. Je suis d'accord. Mais en l'occurrence, moi, je vois le geste de Militao qui met le bras vers sa poitrine et je vois le bras de Medina qui est dans l'autre sens. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être que je me trompe, hein, il n'y a pas de problème, mais. ah ben on est là pour en débattre. C'est pas une histoire d'avoir tort ou d'avoir raison, hein. C'est juste une histoire de voir les points de vue de chacun. Tu sais très bien, Manu. Est-ce que tu veux dire tout de suite, John, voilà, ce que tu en penses? Moi, en préambule, comme je te l'ai dit avant en privé, il y a deux choses qu'il faut distinguer. La première, c'est ce que, ce que nous, nous paraît être un penalty, ce qui nous paraît relever du bon sens, de la logique, et il y a le règlement. Et les deux, des fois, ne concordent malheureusement pas. Par exemple, dans ma conception du football, pour moi, il n'y a pas penalty ni de Medina, ni de Militao. Et apparemment, effectivement, comme tu l'as mentionné, pour Militao, ça je ne savais pas, c'est que effectivement, quand un bras est collé, il n'y a pas penalty, à moins qu'il y ait justement un mouvement de ce bras avant l'impact. C'est ce qu'on m'a dit. Donc si c'est le cas, bah, l'arbitre aurait pu siffler penalty. Maintenant, par rapport à l'action qui a amené au deuxième penalty, au début, justement, moi, je croyais que comme il y avait un rebond sur une autre partie du corps, euh, il n'y avait pas penalty, même si après elle touche la main, la règle a changé. Mais maintenant, apparemment, ce qui fait foi, c'est l'agrandissement de la surface de son corps et ce qui aurait pu exempter, parce que l'agrandissement, elle est présente, mais ce qui aurait pu exempter le penalty, c'est le fait que justement, la main avec laquelle il touche la balle aille vers l'appui. Et je pense que comme
il a déjà son appui avec la main droite, l'arbitre a estimé que cette main n'allait pas vers l'appui. Donc, ok, si c'est vraiment ça le règlement, ok, alors on siffle penalty. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que malgré ça, il n'y a pas eu après coup un consensus au niveau des arbitres, en tout cas en Espagne, qui ont analysé la situation. Il y a certains qui estimaient que même en prenant en compte le règlement, certains ont estimé qu'il y avait penalty, d'autres pas. Et moi, ce que j'aimerais, une bonne fois pour toutes, c'est qu'il y ait justement des règles, notamment concernant les mains, qui permettent d'avoir un certain consensus qui n'engendre pas autant de débats. Même si c'est des règles à la limite qui ne nous plaisent pas. On se dit, ah non, là je suis pas d'accord qu'il y ait penalty. Mais au moins, ça permettrait d'éteindre des débats. Mais ce que je demande aussi, c'est que à un moment, on fixe des règles et on s'y tienne pendant au moins un bon moment. Tout à Parce fait. que, au moins, elles changent beaucoup trop souvent et il n'y a pas de prévisibilité. Et aussi pour les entraîneurs et les joueurs. Et une chose que je demande depuis l'introduction de la VAR en 2018 et cette fameuse action où, lors du Serbie-Suisse, où Rodriguez et un autre joueur suisse ceinturent Mitrovic, Hmm. c'est l'introduction des challenges à la VAR, comme au tennis. Alors, dans le VAR remodelé que l'IFAB et la FIFA préparent, c'est dans les tuyaux, c'est en phase de test en troisième division espagnole, mais ça veut dire qu'il y a plus d'autres VAR, il n'y a pas de VAR dans une cabine. Chaque entraîneur possède 2 challenges VAR, lors desquels ils peuvent appeler l'arbitre, mais après, il n'y a plus personne dans une cabine pour appeler l'arbitre. Moi, j'irai encore plus loin, c'est-à-dire que je maintiendrai la personne dans la cabine VAR, mais je donnerai quand même 2 challenges aux entraîneurs. Si on avait eu ça, lors de la rencontre de mardi soir, effectivement, l'arbitre VAR n'aurait pas appelé l'arbitre principal, pu dire, ah, monsieur, Pelko, lui qui s'appelle comme ça, je vous prie d'aller regarder l'écran et de regarder. Et peut-être Hmm. qu'il aurait révisé son jugement. Moi, c'est une mesure que je pense qu'il doit être prise, les challenges de la VAR. Idéalement pour moi, avec le maintien de l'arbitre VAR, mais apparemment ça ne va pas dans ce sens-là au niveau de l'IFAB, et comme on en a parlé aussi en privé, une uniformisation au niveau des critères, mais là au moins au niveau national ou au niveau européen c'est encore autre chose, par rapport à ce qu'est ou n'est pas un penalty, parce que ça varie énormément d'un arbitre à l'autre, et les joueurs se retrouvent décontenancés sur l'arbitre qui officie durant un match. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ah, le mien, il est clair. Il y a plusieurs points dans ce que tu as dit, mais je pense déjà que les décisions telles que on les voit par rapport à l'IFA, par rapport à la FIFA, par rapport à l'UEFA, il y a aussi une problématique pour moi entre le foot tel qu'on le voit à la télé et le foot amateur. Parce que tu peux pas arbitrer de la même façon puisque tu n'as pas la VAR. Donc, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que la VAR ne résout pas plus que ça les décisions. En tout cas, même si, on va dire, il y a une dizaine de décisions qui peuvent être, entre guillemets, euh, bah, qui pourraient, qui auraient pu paraître injustes avant, maintenant elles sont plus ou moins validées, tout le monde y retrouve quand même un petit peu, mais par rapport à ça, eh ben, il y a beaucoup de choses qui découlent en fait de l'interprétation. Et c'est toute la problématique, elle est là. C'est qu'en fonction des images que l'arbitre voit, en fonction des images que le VAR lui envoie, tu peux siffler ou pas. Ça dépend totalement de l'angle sur lequel tu vois l'action en fait. Et à mon sens, ils sont en train de se dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et c'est pour ça que, par exemple, ils veulent faire les challenges, mais ne plus utiliser un système aussi coûteux, quoi. Enfin, t'as des gens voilà, qui sont payés pour faire la VAR, et puis il y a la technologie qui est utilisée, donc il y a une licence, enfin, tu vois, c'est quand même...
Enfin, c'est de l'artillerie lourde derrière. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train de se dire que faudrait peut-être s'en passer et faire les challenges. Qui veut vas-y Manu si tu veux, hein. Non, bah, Romain, il va Vas-y Romain. parler, mais Moi, moi, juste pour dire, c'est exactement ce qu'on disait. C'est que cette situation des mains, elle est sujet à trop de polémiques et on ne sait pas ce qui va être sifflé à chaque fois et ce qui n'est pas sifflé. Et ce qu'a dit John, c'est exactement ce qu'on disait. C'est qu'il faut faire quelque chose sur cette situation des mains. Voilà. Parce que ça, avec ça, t'en fais ce que tu veux des mains et c'est pas normal. Moi, je voulais prendre la parole et c'est là que c'est important et je trouve intéressant votre vision des choses. Mais moi, je vais vous dire, juste, on va faire une comparatif. Vous avez le rugby. Le rugby, il y a une règle. L'arbitre, il applique la règle. Tu fais un en avant, l'arbitre, il va pas dire, ouais, mais tu t'es fait plaquer avant, tu es tombé, tu as fait tomber le ballon. Non, tu as fait un en avant, tu es en faute. Le football, c'est l'interprétation de l'arbitre. Et tant qu'on ne dira pas, à un moment donné, tu as main dans la surface de réparation, ou n'importe où, tu as main, tu as faute, eh ben, ça sera toujours la fête du slip, vous m'excusez le terme. Parce qu'on est toujours en train de ah ben c'est eux, ah ben comme c'est eux, on va pas leur siffler le penalty, là pour le ballon, on va trouver une excuse. Non, non, ta main, tu siffles penalty. Et moi, si tu veux, je suis d'accord avec Manu. Pour Militao, il n'y a pas penalty parce que le ballon n'a pas. Tu tires certes dans la main, mais je veux dire, le ballon ne va. Il n'y a pas un décalage du ballon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça te modifie pas la trajectoire. Par contre, la main qu'il y a derrière, celle-là, vous m'excusez, c'est une faute grossière et grotesque de l'arbitre de ne pas dire à minima, je vais aller voir la VAR. Parce que là, il y a penalty 100 fois. Après, qu'il y ait penalty de Medina, ben, ça reste après, ben, chacun le voit comme il veut. Mais malheureusement, le ballon, il touche quoi? Il touche la main. Donc, si la loi, c'est le ballon touche la main, eh ben alors, pour moi, il y a penalty. Il peut faire un beau tacle, ce que tu veux. Il a arrêté Vinicius, il a pris le ballon dans les pieds, mais le ballon, il a touché la main. Donc, pour moi, tu siffles penalty. Et moi, c'est là que j'arrive plus. Moi, pour moi, c'est on applique la règle. Stop. Pourquoi on va toujours mettre un arbitre qui va passer son temps à regarder la VAR, à perdre du temps, ceci, cela? Pourquoi? Mais pas que le rugby, c'est pareil. Le rugby, c'est allô, il y a quoi? Il y a un en avant de laisser? Oui, il y a un en avant de laisser. Bon, ben c'est bon, on refuse de laisser. Stop. Pourquoi on va arrêter? Les matchs, ils durent 90 minutes. Maintenant, ils vont faire bientôt 105 minutes avec les arrêts de jeu, les ci, les là. Mais même là, on marche sur la tête dans le football. Moi, je suis désolé, c'était un peu un coup de gueule. Mais pour moi, il faut arrêter maintenant. Tu as une loi, tu as une règle, tu appliques ta règle. Stop. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que on parle des mains, mais si on parle des hors-jeux, on n'a pas fini non plus, hein. Parce que Mais bien sûr, les lignes qui sont tirées là où elles sont les unes sur les autres et que tu te dis mais en fait il n'y a pas hors-jeu, je comprends pas. Donc faut arrêter hein, cette mascarade de technologie aussi à un moment donné. Écoutez, je me permets de rebondir parce qu'en fait, la main de Hudson, je ne l'avais pas vue et je viens de la regarder. Ouais, penalty à 100%. Hein. Ça ne discute même pas. Je viens de la regarder, je ne l'avais pas vue. Hein. Eh oui, non mais J'ai elle n'a pas pas vu le été rebond. vue. Moi Non, je mais il y a sais. penalty. arrêter de toute façon à ce La VAR l'a moment-là. pas Bon. vu, l'arbitre l'a pas vu, personne l'a vu. C'est juste tout le monde l'a vu, mais Oui, mais après le alors, match. justement. Ouais, bah voilà. Bah, moi, je ne l'ai même pas vu après le match. Mais si tout d'un coup, alors je ne sais pas si, mais je pense que Deserbi, il regarde aussi le match. Il y a un écran généralement, les assistants, ils ont des écrans. Peut-être que s'il l'avait vu, il aurait peut-être appelé Ouais, il aurait pu challenge. arbitre. Sur le ralenti, ils ont montré que la situation de Militao. Je pense que même les caméramans, ils n'ont pas vu parce qu'au ralenti, on a vu que cette situation, que cette image là, de Militao. On n'a pas vu la suite de l'action. Oui. Ouais, il y a penalty. Pour en revenir au hors-jeu, moi, j'ai une idée que je vous soumets, qui est la suivante. À la base, je crois que le hors-jeu, il a été inventé pour ne pas que l'attaquant prenne un avantage sur son défenseur. Et Oui. maintenant, on va dire qu'avec la VAR, il y a des hors-jeux qui sont sifflés, mais qui ne correspondent pas à cet esprit-là. Euh, on voit notamment des quelques centimètres qui dépassent euh, et que des hors-jeux sont cités pour ça. Et j'ai par exemple, il y a un exemple encore récent, la saison passée, en Ligue des Champions,
PSG Liverpool sur le but de Kvara. Vous vous rappelez, il n'y a qu'une partie de sa jambe, le parti sous le genou de sa jambe qui est hors jeu. Et moi, j'ai une mesure pour corriger ça, qui est celle de ne plus de prendre en compte uniquement le tronc. Ouais, C'est-à-dire, parce que bras, c'est déjà pas le cas, mais après, épaules, tête et jambes, pour moi, on oublie. Parce que la loi Wenger, elle est trop, euh, elle est trop extrême pour moi. c'est Et pour sûr que moi, ça me paraît être un entre-deux correct. c'est avantage à l'attaque, hein, la loi Wenger. Ouais, mais je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Bah, vu le foutoir, moi je serais presque à dire go loi, pardon, je vais y reprendre. Go loi Wenger. Moi c'est tellement problématique cette histoire de ligne et de VAR que moi je serais pour parce que au final, bah peut-être qu'on verrait plus de buts, il y aurait plus de spectacles, je sais pas. Mais bon. Franchement, si ça va dans ton sens, tel que l'exprimes avec le tronc, je prends aussi. C'est juste qu'il faut arrêter ces mascarades de 10 minutes pour des décisions, quoi. C'est juste ça qui m'intéresse. Qui veut réagir? Moi, en tout cas, je suis contre le changement de règles. Voilà. Moi, le Oui, foot, ce qui a fait aimer le football, c'était parce que, ben, il y avait des hors-jeux, des pénaltys, des mains, des cages qui faisaient tant des terrains qui faisaient tant. Moi, c'est pas pour du jour au lendemain, on va m'agrandir la cage ou qu'on va m'enlever le hors-jeu. Moi, ça, c'est quelque chose, je pense que, déjà, je vais vous parler, je vais vous faire une confidence, c'est que je trouve que déjà, on a de plus en plus d'athlètes, on a beaucoup de matchs, et je trouve que la qualité du football a totalement changé sur ces dernières années. Et déjà, cherchez à trouver une solution pour protéger l'athlète, et vous verrez que on aurait du meilleur contenu avant de commencer à vouloir changer les règles. Voilà. Moi, oui. je reviens vraiment sur ces règles-là. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les arbitres ils aillent quand même au devant de leurs décisions et qu'ils expliquent un peu tout ça. Parce que chaque fois, chaque semaine, alors je ne vais pas dire chaque match, mais chaque week-end, il y a toujours un problème d'arbitre. Et c'est malheureux, mais d'une année à l'autre, on se dit, ça va peut-être changer, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Moi, je vous le dis, mais c'est même, vous allez me prendre pour un fou, mais je peux vous donner même des noms de collègues. Je leur ai dit le jour même du match, j'ai dit ce soir, attends-toi de toute façon, qu'il y ait une dinguerie. On connaît le Real. Hein. Excuse-moi, Johannes, c'est pas du tout faire injure au Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour le club et pour les supporters. Hein. Mais on le sait que le Real Madrid a toujours des décisions en son avantage. Et, Eh bien, et tu sais ce on qui est a eu. rigolo? Et tu sais ce qui est rigolo? C'est que, parce que on a un fan du Barça au sein de la team La Minute Foot, John, c'est pour ça que j'en parle. C'est que les merengues disent que le Barça est avantagé et les supporters du Barça disent que le Real est avantagé. Donc tu vois, c'est c'est toujours la même chose. Voilà, on voit toujours la poutre dans l'œil du voisin, quoi. Bien sûr. Mais bon, et voilà. Et moi, je trouve que voilà, on savait à quoi s'attendre. Et franchement, j'ai même pas été déçu. J'ai même pas été déçu parce que voilà, ben, j'aurais des bons matchs. Ben voilà, on savait qu'elle allait avoir un truc encore contre l'OM. On est habitué. Que ce soit nous, de toute façon, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, ou même on sera en Europa League, ça serait pareil. Hein. On Bien est sûr. habitué à avoir des choses contre nous. Donc à un moment donné, on est dépité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. C'est, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les arbitres maintenant, ils prennent les devants et qu'ils viennent s'exprimer. Moi, j'aurais aimé aussi qu'on m'explique pourquoi l'arbitre, quand il met le rouge à Carvaral, il attrape comme ça par la taille, que limite, il va lui rouler une pelle. Oui. Le mec met un coup de tête à un joueur, limite, il lui dit excuse-moi, je te mets un carton rouge, mais je peux pas faire autrement, mais t'inquiète, je vais compenser, je vais te siffler un penalty. Faut arrêter. Moi, cette attitude, elle m'a rendu fou. Non, mais où le mec, il te met un coup de tête à un type, et derrière, en plus, il va t'attraper l'arbitre. Faut arrêter. Faut arrêter. Et en plus, il va avoir la VAR. Parce que comme si la VAR ne pouvait pas lui dire écoute, il a mis un coup de tête, pas besoin que tu viennes, tu lui mets un rouge, on n'en parle plus. Non, non. Il faut qu'en plus, ça aille voir la VAR. Donc, ça te fait, en plus, ça t'engendre encore du temps d'arrêt de jeu parce que monsieur va devant. Non, les gars, moi, franchement, je comprends pas. Je veux même plus comprendre parce que je perds déjà les cheveux ici. Donc, si ça continue, je vais perdre encore. Et voilà. Manu, tu t'es pas exprimé.
Non, non, mais moi, c'est pas mon sujet préféré. Pour les règles, je sais pas ce qu'il faut faire du hors-jeu, des mains. Je laisse faire, je les laisse faire. Il faut s'adapter à ça. Parfois, c'est dur de s'adapter. Moi, j'ai dit, je siffle penalty sur Medina et je pense qu'il y a aussi penalty sur Hussein. Il n'y a eu qu'un seul penalty sifflé. L'OM a été bien arbitré jusqu'à maintenant en Ligue 1, pour le coup. Ça, on peut pas dire, enfin, cette saison, l'arbitrage en Ligue 1, il a été parfait vis-à-vis de l'OM. Là, il y a ce match, ouais, il y a cette situation, c'est vrai. Euh, Moi, j'ai pas de regret sur ça parce que si je me focalise sur le contenu, je trouve que le Real Madrid doit gagner. Ça, on en revient à ce que je disais avant. Mais oui, je comprends que ce soit frustrant sur ce match-là. Je comprends et c'était vraiment très proche et de ramener minimum un point. Peut-être que cette situation, elle fait basculer. C'est c'est comme ça. Il n'y aura pas le Real Madrid à tous les matchs et, Heureusement. et c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Parce que si tu prends pas celui-là, le Real Madrid, je pense, marque une autre occasion. Donc moi, c'est pas, pour moi, c'est pas grave. Le Real Madrid doit marquer d'autres occasions, rate trop d'occasions, et si tu prends pas cette situation litigieuse, t'en prends une autre pour moi. Mais après, je comprends que ce soit frustrant. Et par contre, l'OM a été bien arbitré en Ligue 1 depuis le début de saison. Et ça, il faut le dire parce que ça n'a pas été toujours le cas l'année dernière. Cette saison, il y a eu une dinguerie, on en a parlé, c'est contre Lyon. Mais l'OM a été bien arbitré cette année. Là, oui, je comprends que ce match-là soit un peu frustrant. Manu, attends, parce qu'il y a Paris qui vient dimanche. Je pense on en reparlera bientôt. Bon, on a beaucoup parlé de ce match Real-OM et je sais que John, bah c'est le moment de se dire bonne soirée parce qu'on va te libérer. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oh, oui, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de débriefer ce match avec vous. C'était très agréable et instructif. Et Oui, puis, je vous dis à bientôt. Voilà, et exactement. Merci beaucoup à toi, John, pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir accepté. bonne Ciao, soirée. John. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Et puis, ben, bon courage pour le Real en Liga et en Ligue des Champions. À vous aussi. Merci beaucoup. Bon, on va attaquer un match où je pense qu'on aura beaucoup moins de choses à dire sur ce match-là, en l'occurrence. Hop, je vais enlever les autres d'ailleurs, c'est pas très beau si je les enlève pas. Tac, 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 tac. Je crois que c'est à peu près tout, c'est bon. Paris, Atalanta. Il y a, il est facile à débriefer ce match-là quand même, hein. Paris a écrasé la DA. Merci, au revoir. Il n'y a pas eu match. 22 tirs, 13 cadrés, 10 grosses occasions. Euh, 0 pour la DA, 2 tirs cadrés et 4-0 au Parc des Princes. Bon, que dire de plus, Manu? Ah bah pour moi, la première mi-temps du PSG, c'est pas loin d'être un chef-d'œuvre, honnêtement. Moi, j'ai vraiment vu un niveau exceptionnel pendant longtemps, hein. J'étais bluffé. Je savais pas si le PSG allait réussir à avoir ce niveau aussi vite après l'été compliqué, parce que les matchs en Ligue 1, ils n'étaient pas à ce niveau. Mais dès qu'ils veulent hausser le niveau, ça fait peur, hein. Franchement, pendant longtemps, ça a été un niveau stratosphérique. Et puis évidemment, il y a un Gvara qui est monstrueux, qui est exceptionnel. Mais tout le monde, Nuno Mendes a été monstrueux, Hakimi a été bon. Dans l'axe, c'est la charnière de l'année dernière qui a des certitudes, il n'y a eu aucun danger. L'Atalanta ne savait pas comment jouer, c'était terrible. Peu importe ce qu'il faisait, il prenait un bouillon. Alors, c'est pas face à un OG de Ligue des Champions, mais encore faut-il pouvoir surclasser ses adversaires comme ça, et c'est pas facile en Ligue des Champions, et le PSG l'a fait. Donc, ça montre une base de niveau, c'est ce que je dis tout le temps, la base de niveau, elle est extrêmement élevée. Et en plus, quand tu veux accélérer et que tes individualités sont au niveau, il peut rien leur arriver. Et donc, c'était facile. Match facile et j'ai beaucoup aimé, moi, en tout cas, perso. Et je l'ai pas dit en introduction, mais heureusement que y a Karnezeki qui est là pour arrêter des ballons, hein. Parce que il fait son match en plus, hein. Ouais, il fait des arrêts, un bon match, un penalty raté aussi de Barcola. Ça peut faire beaucoup plus, hein. Il y a 1-0 parce que Marquinhos marque rapidement. Mais s'il y a 4-0 à la 20e, c'est exactement pareil. Euh, il y a eu un peu de déchets. Il y a eu un bon gardien, tu l'as dit, mais ça a été un massacre. Un massacre.
Tu vas dire quelque chose sur ce match, mais Romain? Alors moi, hier, j'ai pas regardé le PSG. Par contre, je peux parler de l'Atalanta Oui. parce que clairement, l'Atalanta, de toute façon, ça manque de caractère dans cet effectif-là. Hein. Il y a Gasperini qui est parti, il y a Djuric qui arrive et il y a leur meilleur joueur Lookman qui, vous savez, est en délicatesse. Alors là, aux dernières nouvelles, il va revenir dans le groupe parce qu'il a eu une discussion avec l'entraîneur et il va réintégrer l'effectif. Et moi, je trouve que c'est un Atalanta qui est totalement platonique en termes d'émotion et en termes de caractère. Et quand tu vas jouer le champion d'Europe, d'autant plus chez lui, c'est justement là qu'il faut sortir du caractère. Donc, moi, j'avais pronostiqué un 3-0 pour Paris, il y a eu 4. Très sincèrement, je me suis loupé de beaucoup, mais je le voyais arriver. C'est fade. L'Atalanta, c'est devenu fadasse. Ça fait 2 ans que. Alors, l'année dernière, il y avait quand même un bon petit truc qui était dans la lignée de l'année d'avant, mais c'était quand même un petit peu en dessous de ce qu'avait déjà produit. Mais voilà, moi, très sincèrement, l'Atalanta ne me fait pas peur cette année et ça sera certainement pas une équipe qui va se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a mieux en Italie actuellement. Oui, totalement. Alors là, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Donc après, avec le retour de Lookman, à tous les coups, il va faire mal à l'OM, je sais pas. C'est parce qu'on est tellement vernis. Possible, mais toi et ton caractère que tu as et tes trucs, peut-être que tu as vraiment. Et puis le sentiment de revanche de la Ligue Europa d'il y a 2 ans, très sincèrement, au Vélodrome à Marseille, tu as moyen quand même de Ah gagner. oui, bah, moi je Pas leur, m'attends quand même à une victoire, j'espère. pas, voilà, pas peut-être leur en mettre 4, hein, parce que d'ici là, tu auras peut-être Skamaka qui sera revenu, qui sera un peu plus à 100%. Et Skamaka, je sais que c'est quand même un très bon joueur, mais je veux dire, non, moi, c'est pas un adversaire qui me fait peur. Si tu joues sérieux, que tu montes ton caractère et que tu sais gagner tes duels, c'est un match que tu peux t'imposer. Donc c'est pour ça que je les crains pas. Après, toujours pareil, il faut faire ce qu'il faut. Ouais, Moi, hier, j'étais sur Bayern Chelsea. Je sais pas si vous avez vu, ouais. je me permets de basculer parce que voilà, je voulais regarder quand même Chelsea qui est quand même prometteur et le Bayern, les vieux briscards et tout. Moi, franchement, le Bayern, ils m'ont régalé. Hein. Tu m'étonnes. Puis bon, il y a quand même beaucoup de... Enfin, c'est pas trop ce match-là qu'on est censé commenter, mais Maresca, il est bien gentil, mais à un moment donné, voilà quoi. Ce qu'il demande à certains joueurs, c'est... Vous savez quoi? Maresca, il me fait penser à Tudor. C'est-à-dire qu'il demande énormément d'énergie à ses joueurs sur son schéma. Et vous l'avez vu comme moi, le match où Chelsea a totalement sombré en seconde. Ah, Physiquement, mais physiquement, ils ont sombré, quoi. Mais ça, Nico, tu m'excuseras, et peut-être que Manu a la même déduction, c'est que cette Coupe du Monde des clubs qui se termine le 13 août, juillet, pardon, Oui, c'est même, je pense que les stigmates d'un problème physique qui est actuellement à Paris, parce que clairement, les gars, ce qui se passe à Paris, avec les cette blessures. hécatombe, pour moi, c'est vraiment le problème de cette Coupe du Monde de clubs qui s'est terminée très tard. Et je pense très sincèrement que Chelsea, en championnat en ce moment, on va dire moyen. Hier, le fait qu'il se soit effondré en deuxième mi-temps, pour moi, c'est juste la lignée de cette Coupe du Monde des clubs. Alors après, j'ose espérer que Chelsea va relever le niveau. Après, tu joues quand même face au Bayern Munich. Et le Bayern Munich, moi, je voulais voir ce match parce que voilà, j'avais envie de voir les deux, mais je me suis régalé. Et j'ai vu une deuxième mi-temps, une équipe, j'ai vu que du rouge en deuxième mi-temps. J'ai Oui, vu que du rouge et un grand Kane, pourtant, voilà. Mais vraiment, voilà, je ne vais pas dire que j'en fais mon favori parce qu'on est encore pour la première journée. Et puis, vous savez très bien que la première journée, on a toujours du mal un petit peu parce qu'il y a toujours des équipes, il y a encore des matchs ce soir. Mais je pense que le Bayern, pour moi, est une équipe qui finira déjà dans les 8 premiers. Ça, je peux vous le dire sérieusement. Avec Paris. bah Manu, t'en penses quoi de cette problématique de blessure à Paris, tout ça, quoi? Moi, je trouve que c'est tellement fort que ça les gêne même pas. Ça aurait été encore mieux avec Dembélé et Doué, mais au final, tu gagnes 4-0 sans parce que tu es tellement fort dans le jeu que ça change quasiment rien. Et puis aussi parce qu'il reste des joueurs au-dessus du lot. Attention, ils jouent pas avec une équipe gratuite hein, sans Dembélé et Doué. Quand C'est tu pas vois ce une que fait équipe B, hein. Kvara, c'est. Hein. C'est pas une Non, équipe B, non. hein. C'est-à-dire que même si tu joues avec deux ou trois joueurs du banc, c'est pas n'importe lesquels. Quand tu vois ce que fait Kvara, Kvara, tu l'as pas trouvé
en bas de chez toi. Tu l'as acheté 70 millions. Tu as une qualité qui permet d'avoir deux absents importants. Mais c'est Ouais. tellement fort dans le jeu que ça change rien. Oui, Romain a raison. Évidemment que ça joue la Coupe du Monde. Sinon, il y aurait pas autant de blessures, il n'y aurait pas autant de fatigue. Le PSG pour moi serait encore plus fort en Ligue 1 que ce qui est le cas déjà. Donc oui, la Coupe du Monde, moi je trouve ça vraiment fou à ces dates-là, mais bon, c'est comme ça. En plus, le PSG est en finale, donc forcément tu laisses de l'énergie. Et sur le Bayern, moi, parce que j'ai pas bien regardé, j'ai regardé PSG, mais que dire d'autre à part Harry Kane, quoi. C'est totalement fou. Ah, il a été monstrueux. Franchement, il a été monstrueux. Oui. Moi, Ah ouais. il a quel âge? 33 ans, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. 32, 33 ans. Hein. Et puis c'est là que ça me fait penser à ce que disait Delionis. Delionis disait toujours qu'un grand attaquant, il devient vraiment très fort à 26, 27 ans. Alors évidemment, le football a évolué, mais oui, franchement, moi, Kane, hier, c'est généreux dans l'effort. Voilà, c'est hier, il avait envie voilà. Alors bien sûr, il n'est pas seul dans cet effectif parce que cet effectif, il est quand même assez de qualité. Vous avez Olise, le Français Olise qui est monstrueux. Vous avez Diaz qui a fait un bon match. Mais après le Bayern, la problématique, c'est que pour moi, le banc de touche, il est assez. Enfin, ils n'ont pas vraiment un banc de touche assez conséquent. C'est pas le Paris Saint-Germain, quoi. Tu sais que tu as Doué Dembélé blessé, tu as Neres qui s'est blessé, tu sais que Neres, tu vas mettre Zaïre Emery au milieu, tu perds pas au change, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ah oui. Mais voilà, un petit peu le point négatif du Bayern, mais voilà, mais franchement, moi hier j'avais envie, j'ai regardé ce match, je me suis régalé et voilà. Pour revenir au match de Paris, j'ai envie de vous entendre sur le match de Barcola. J'ai trouvé quand même assez dilettant, surtout sur le penalty d'ailleurs. Incompréhensible. Euh, je crois que... Bah oui. Pourquoi? D'ailleurs, c'est à peu près la même problématique avec la SM Manu, dans le sens où Akliouche, il avait pas envie de le mettre en fait, ce penalty, on a l'impression. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, Barcola, c'est de la nonchalance. Akliou, j'ai l'impression qu'il rate son penalty, qu'il le tire mal, qu'il reste un peu bloqué dans le point de penalty. J'ai l'impression qu'il rate son geste, qu'il a peur. Barcola, c'est de la nonchalance. Barcola, c'est de la nonchalance. Et ce joueur, c'est de la jeunesse. Mais dès qu'il commence à enchaîner les bons matchs, tout de suite, ça retombe dans une nonchalance. Et même, ça se voit dans ses dribbles où il est trop facile, où il met pas d'intensité, où il n'est pas méchant. Euh, c'est la jeunesse, c'est le fait de. C'est ce qui différencie les bons joueurs des très très grands joueurs aussi, c'est la constance dans la performance tout le temps, 90 minutes tous les 3 jours. Et Ouais. lui, il n'a pas encore ça. Et quand il l'aura, il va passer le cap. Mais pour l'instant, ouais, pour moi, il fait pas un super match, euh, alors qu'il était très bon avant. Mais c'est comme ça, c'est les montagnes russes. Et au prochain match, il sera sûrement très très bon. Et quand il arrivera à gommer cette nonchalance et cette inconstance, il fera partie des top joueurs, ce qui n'est pas encore le cas. Et Haaland est encore buteur. Voilà. Je regarde pas les résultats. Il Eh mène. ben, City vient de marquer contre Naples. Ouais, ça y est, la machine est relancée du côté de City. Voilà, ne dis pas ça, l'année dernière, elle a été relancée 10 fois, elle s'est cassée 15 fois, donc Ah, on verra. Mais ça a calé, ça a calé. Naples est à 10 depuis la 20e minute. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ah, Forcément, si tu nous dis pas tout. Euh, Bah, je sais pas trop quoi dire sur ce match. Peut-être que, je sais pas, peut-être sur la prestation de Ramos qui a un renard des surfaces et je sais même pas qui fait la passe d'ailleurs. Ouais, c'est un joueur de l'Atalanta. Ouais, je sais. Ça, je le sais que c'est un joueur Oui. d'Atalanta, mais je sais même pas quel joueur s'est dit tiens, je vais faire une passe comme ça à mon gardien parce que bah, c'est pareil, là, j'ai Non, pas c'est une compris. erreur, t'as raison. T'as raison, c'est une erreur, mais moi, ce que j'aime bien là-dessus, contrairement à la nonchalance dont je parlais pour Barcola, justement, c'est la mentalité de Ramos qui, en plus, Ramos, c'est vraiment la roue de secours du carrosse hein, dans ce PSG-là. Euh, Vraiment, Luis Enrique, il le voit comme une miette, quoi. Comme, limite, j'ai pas envie de dire comme un moins que rien, mais c'est un petit peu l'impression, quoi. Et pourtant, lui, toutes les minutes qu'il a, il les bonifie, il est tout le temps volontaire. On sait pourquoi c'est pas le choix numéro 1 parce que parfois dans son jeu de haut but, il est un peu maladroit. Tu sais, c'est ce qu'on dit les numéros 9 avec un peu les chaussures de sécurité. Bon, ça peut être un peu ça parfois, mais
dans la mentalité et dans la volonté de faire les efforts, il est toujours sérieux et son but, ça montre ça. Le fait d'aller faire la course, ça montre ça et chapeau à lui de maintenir l'effort en termes de mentalité et ça montre que c'est un joueur qui peut jouer dans des très bons clubs. Oui, tout à fait. S'il veut venir dans le sud de la France, il est bienvenu. Ouais. J'essaye de meubler là, je sais pas si vous voyez, mais parce que j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce match. Ouais, de toute façon, je pense qu'on a dit l'essentiel, hein, le fait que le PSG martyrise autant son adversaire. Alors, moi, ce que j'attends, c'est de voir face à un meilleur adversaire, parce qu'il y en aura. C'est là où on va juger le PSG par rapport à ses ambitions. Parce que j'ai envie de te dire, gagner ce match, c'est logique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est gagner ce match aussi facilement et en étant aussi fort. Ça, c'est intéressant. Parce que ça laisse de la place pour jouer les meilleures équipes avec vraiment des ambitions. Mais de toute façon, le PSG n'a plus rien à prouver. Ils l'ont fait l'année dernière, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Ça roule tout seul, j'ai envie de te dire. Je suis content pour Chevalier, qui est sérieux, qui est appliqué. Il y avait une petite crainte, parce que Donnarumma était tellement important que la succession, elle n'était pas facile. Mais sur le peu qu'il a eu à faire, il est sérieux, il a pas la morvonnée, il n'est pas peureux. Il faudra voir, pareil, quand il sera vraiment testé. Mais là, pour l'instant, il est appliqué, il est sérieux. Moi, je t'ai dit, je trouve que Nuno Mendes est monstrueux et qu'en plus, il se blesse de moins en moins. Que le fait qu'il se blesse de moins en moins, ça le place un des tout meilleurs au monde à son poste. Il a encore des trous d'air quand même. Parfois. Oui, peut-être à plus haut niveau. Hier, je l'ai pas trouvé. Ah non, non, Peut-être à oui. plus haut niveau. Oui, oui. Je parle du match de la Coupe du Monde. Oui, 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 c'est oui, ça. Hein, oui, oui. oui, oui, oui. Peut-être à plus haut niveau, tu as raison, face à de meilleures individualités et dans des matchs plus compliqués. Mais Fabien Ruiz, qui a été encore décisif, c'est le joueur peut-être le moins beau à avoir joué, qui est le plus important. Franchement, il n'y a que des satisfactions. Chapeau à Luis Enrique, chapeau parce qu'il a modifié son approche au moment où il est arrivé, par rapport au moment où il est arrivé. Et aujourd'hui, c'est une machine et il est toujours concerné. Et les joueurs ont très envie. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce que c'est trop fort et l'Atalanta a été perdu. Romain a dit qu'il y avait un manque de repères, c'est vrai, parce que c'est un nouveau coach, parce que s'il y a moins d'individualité, parce qu'il manque des joueurs aussi. Mais peu importe ce qu'ils faisaient, ils ont essayé plusieurs choses, ils prenaient l'eau tout le temps. Ils étaient proches de leur surface, le PSG s'amusait devant leur surface. Ils étaient hauts, le PSG pouvait envoyer Nuno Mendes et Barcola dans l'espace tout le temps, et Mayoulou aussi. Ils les ont tabassés, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ouais. On a vu le match des clubs français de l'OM et du PSG, mais bon, je vais quand même vous poser la question. En l'absence de Doué, en l'absence de Dembélé, et d'après ce que j'ai compris, Neves est incertain. Est-ce que l'OM a quand même une chance dans ce classico? Alors, peut-être je vais laisser Romain, mais une chance, oui. Vas-y, vas-y, Manu. Une chance, oui. Évidemment qu'il y a une chance. S'il n'y a pas de chance, tu te déclares forfait, c'est 3-0, c'est mieux. S'il y a pas... Oui, il y a une petite chance. Est-ce qu'elle est importante? Je ne suis pas certain, parce que je trouve que le PSG est plus fort que le Real Madrid, par exemple, de ce que j'ai vu sur les deux matchs. Maintenant, ce que j'ai vu de l'OM me fait dire qu'il y a un match, et que si le PSG n'est pas aussi bon, il va y avoir un vrai match, parce que l'OM a montré de belles choses. Mais pour moi, le PSG est au-dessus aujourd'hui, encore. Tu m'étonnes. Et c'est normal. Et c'est normal. L'OM n'est pas attendu à ce niveau-là aujourd'hui. Ça doit venir prochainement. Mais aujourd'hui, je vois une différence. Je ne sais pas ce que voit Romain, mais moi, je vois une différence. Ah ben, On a des yeux. bien Hein. sûr, bien sûr qu'il y a une différence, il n'y a aucun souci. De toute façon, tu regardes entre un projet marseillais et un projet parisien. Tu as le projet parisien qui touche les étoiles depuis le mois de mai dernier, depuis l'année dernière. Et tu as le projet marseillais qui est en train d'évoluer et de grandir. Donc forcément, on est en devenir. Donc nous, on apprend. Donc on est plus dans l'apprentissage, tu vois, du haut niveau, pour certains aussi. Moi, je pense que l'OM, bien sûr, peut rivaliser. Le ballon, il est rond pour tout le monde. Hein. Il suffit d'avoir envie et puis d'aller au bout de ses idées. Mais la première chose que moi, je veux que l'OM fasse contre Paris, ça évitera tout problématique. C'est surtout rentrer dans le match dès les premières minutes. Oui. Et ne pas rentrer dans le match à la 16e comme contre le Real. Parce que c'est passé contre le Real, tu as eu les poteaux, tu as eu un roulis qui était au cage, mais contre Paris, ça ne passera pas. Et si tu te retrouves comme l'année dernière, parce que l'année dernière, au bout de 10 minutes de jeu, il y avait déjà un 0 pour Paris, là, déjà, tes chances, tu les sacrifies vraiment. Voilà, tu protèges tes chances, quoi. Voilà.
Donc, pour moi, il y a tout qui est possible. Tu as le vélodrome, voilà, c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est que les garçons, ils soient tous focus. Et on va pas préparer ce match pareil que ce qu'on a préparé au Real Madrid. Voilà, c'est un autre adversaire. Et ce que dit Manu a raison, parce que j'ai eu, à un moment donné, devant le match donc, du Real, je me suis posé la question, la première question que je me suis posée, est-ce que le Real peut détrôner Paris cette année? Pour Eh l'instant, bien, très non. sincèrement, ma réponse, elle a été vite vue. Hein. On est d'accord. Voilà. C'est tôt encore pour le vainqueur, mais oui, Clairement. là où tu as raison, c'est que sur les deux contenus qu'on a vus en 2 jours, à ce moment de la saison, parce que l'OM affronte les deux, le PSG est plus fort. Le PSG est plus fort et si l'OM laisse autant, tu as parfaitement raison, sur le premier quart d'heure, et globalement laisse autant parce qu'il y a eu quand même le fait d'être audacieux dans le jeu, ça a aussi une conséquence de forcément laisser des espaces. C'est accepté. Cette donnée-là, le PSG, il peut la punir très fortement. Donc, il y a beaucoup de données que le PSG peut punir. C'est pour ça que moi, je vois le PSG très fort en ce moment. Je vois l'OM fort, mais pour moi, il y a une différence. Donc, je vois le PSG. Maintenant, oui, il y a un match et j'ai hâte de voir ce match. Et j'arrive pas en me disant, tiens, le PSG va allumer l'OM 4-0 dès le coup d'envoi. Non, ça peut être le cas, mais, ce que m'a montré l'OM, ça me fait dire qu'il y a un match et que c'est intéressant. Voilà. Et moi, j'ai juste un point à rajouter, c'est que ce qui a fortement aidé l'OM, et c'est vrai pour tous ces matchs, c'est d'ouvrir le score en premier. Dans tous ces matchs, à chaque fois qu'il ouvre le score en premier, il est plus serein. Il n'a pas cette problématique de bloc bas parce que généralement en Ligue 1, bah, voilà, tu cours après le score. Et c'est là où tu t'essayes de passer sur les côtés que tu n'y arrives pas, etc. Donc on connaît la chanson. Quand tu as marqué le but, tu sais que tu n'as pas besoin forcément de te livrer. Et ça change Ouais, mais complètement la donne. c'est là-dessus que je suis rassuré, moi. C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas eu les pieds et la mentalité qui tremblent au Bernabeu, tu l'auras pas. Parce que si tu l'as pas à Paris, si tu l'as pas au Bernabeu, tu l'as pas dans les autres matchs. C'est le Bernabeu, c'est un match d'ouverture, ce qui se fait le plus possible. Pas forcément. Là, je parle pas de niveau de jeu. Oui, Je parle en oui, termes de mentalité, d'intensité, de préparation dans la tête, la grandeur du stade. Donc, si t'as pas eu la peur là-bas dans le jeu, c'est rassurant. Maintenant, est-ce que en face le PSG n'est pas suffisamment fort pour punir 2 ou 3 fois plus? Ça, on verra. Mais ce qu'a fait l'OM, c'est vraiment encourageant et il faut le continuer, peu importe. Si ça fait 2 défaites, c'est pas grave. C'est pas grave. L'objectif de l'OM aujourd'hui, il n'est pas d'en concurrencer le Real Madrid et le PSG aujourd'hui bien en sûr. fin septembre. Il le sera à l'avenir, certainement. Mais c'est pas grave. Il faut continuer ça et voir ce que ça donne. Et voilà. Par contre, je suis un petit peu plus. Enfin, comment dirais-je? Je suis un peu plus nuancé sur le fait que les jambes n'ont pas tremblé à Bernabeu. Pour moi, les premières minutes, c'était compliqué. Donc, quand même, enfin, ça, c'est une Oui, donnée, oui, c'est vrai. C'est vrai un petit peu, mais aussi parce que le Real a pressé très très fort bien sûr. et a été très bon pendant, et ça on l'a dit, a été très très bon. Moi je les ai trouvés très très bons pendant 16 minutes. Dès que ça s'est un petit peu essoufflé, là Marseille a réussi à conserver le ballon plus facilement, à vouloir le garder. Mais oui, tu as raison, il y a eu 15 minutes très compliquées et c'est pour ça que moi ça m'inquiète un petit peu aussi. C'est parce que si le PSG le fait sur une longue période, ce qu'ils sont capables de faire, tu t'en sors pas, quoi. Tu as la tête sous l'eau tout le temps. Tu essayes de sortir proprement, mais ils sont partout, ils récupèrent le ballon tout le temps, et quand ils le récupèrent, ils le gardent, et ils sont dangereux. Enfin bref. Mais oui, tu as eu raison qu'il y a eu 15 minutes très compliquées. Ça, c'est vrai. Donc, il faut, Après, comme le dit Romain, qu'il rentre enfin, dans le match, en fait, dès la première minute. totalement. Mais après, moi, il y a quand même un truc que on connaît, c'est que de toute façon, attendez-vous à ce que le PSG va faire un pressing haut d'entrée. Bien sûr, mais ça, ils le savent. Donc, si tu veux, c'est là que le truc enfin, c'est là que ça va être le plus important et le plus dangereux. Moi, pour moi, c'est ces premières minutes. Et tu as dit quelque chose de juste, Nico. C'est que oui, je pense que si le PSG ouvre la marque en premier, tu vas à un moment donné être obligé de sortir. Et avec les joueurs de contre que le PSG a, c'est là Ah qu'ils oui, peuvent te punir et te faire mal. tout à fait. Et moi, je suis David Manu parce que je pense que
quel état d'esprit on est à Marseille après un bon match à Madrid, c'est de suite on dit Paris, on peut les regarder dans les yeux. Oui, moi je regarderai toujours mon adversaire dans les yeux, même si je suis mené 8-0. Hein. Bien Et sûr. il faut toujours, voilà. Mais vraiment, moi je vois le PSG actuellement la meilleure équipe d'Europe en termes de jeu. C'est la vérité, c'est avoir je pense, un jugement qui me semble réel, quoi. Avec le Barça, c'est peut-être les deux meilleures équipes du moment, mais C'est et c'est pour ça factuel. que moi, on me dit mon pronostic. Moi, je vous dis très sincèrement, si on fait match nul, je suis heureux. Bien Et je sûr. signe maintenant pour le match nul. Bien Voilà, sûr. c'est clair, net et précis. Comme Un contre le 0-0. Real. Exactement. Donc voilà, je le prends positivement, mais je me dis, ben voilà, avec 90 minutes, voire plus à 100%, ben oui, il y a un peu de réussite, on peut peut-être accrocher un point, voire même peut-être gagner, tu sais, on ne sait jamais, sur un contre, Ah un mais corner, c'est le football, hein. voilà, ou après il y a l'effet de jeu, comme on en a souvent parlé, il suffit que tu aies une occasion et que tu aies un rouge pour Paris, et que derrière, ben, bon après je suis pas trop fan du 10 contre 11, on l'a vu à Non. Rennes cette année, on l'a vu encore contre le Real, mais bon, il peut y avoir des faits de jeu qui peuvent être, voilà, aussi compromettre le PSG, mais bon, Tu te rends moi je compte, reste lucide. tu te rends compte quand même que euh, les supporters de l'OM, ils sont tellement tétanisés par ce qui s'est passé à Rennes que maintenant on en est à se dire que lorsque nos adversaires ont un carton rouge, bah c'est pas une bonne chose pour nous. C'est quand même dingue. Ça, c'est pas normal. Oui, tu as raison, mais c'est pas normal. C'est quelque chose qu'il faut changer. Être en supériorité numérique, c'est un avantage exceptionnel. Pour moi, c'est la victoire assurée. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est un avantage en tout cas qui est exceptionnel. Donc, il faut changer cette mentalité. Non seulement ne pas être trop facile, mais appuyer quand tu es en supériorité numérique. Si tu joues correctement et si tu occupes l'espace correctement et si tu presses correctement à 11 contre 10, tu as le match gagné. C'est mathématique. Donc à un moment, il faut inverser ça, mais ça sera le cas, ça je suis pas inquiet. C'est pas sur ça que je suis inquiet, mais oui, tu as raison. Et il l'a dit de Zerbi, il y a des séquences qui ont été mal gérées. Romain l'a dit aussi sur le manque de prise de risque. Ça va venir, ça va venir. Oui, et comme on l'a dit, c'est une équipe qui se construit match après match. Allez, c'est bon. Manu, Eh ben merci à tous. Je vous c'est ton remercie pour moment. cette émission. C'est ton moment, Manu. Euh, L'ASM s'est fait Ah bouffer. non, qu'est-ce que c'est que ça? L'ASM Qu'est-ce s'est que fait je bouffer vois? en première mi-temps. L'ASM s'est fait bouffer en seconde mi-temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ouais, euh, il y a eu. Ce qui me gêne, qu'une équipe soit plus forte que toi en Ligue des Champions, bon, très bien. Le problème, sans manquer de respect à Bruges, qui est une très belle équipe. Hein. C'était une très belle équipe l'année dernière, c'est une très belle équipe cette année. Si Bruges a 3 fois ton niveau, au bout du premier match, malheureusement, ta Ligue des Champions, tout le monde l'a vu, quoi. Tout le monde l'a compris et toi-même, tu l'as compris. La différence de niveau, elle était énorme, énorme. Monaco a eu un penalty d'abord, un miracle, une situation, tu sais, où ça rebondit encore. Ouais. Bon, très bien. Et si ça marque le penalty, je pense que Bruges en met 4 derrière quand même. Parce qu'en fait, la différence dans les certitudes dans le jeu, dans l'utilisation du ballon, quand Monaco envoie des parpaings vers Balogun Biret en disant démerdez-vous dos au but, gagnez vos duels dos au but, dribblez 3 joueurs, mettez le ballon où vous pouvez et amen. En face, ils savent quoi faire du ballon, où le mettre, où le demander, dans quel rythme. Euh, Différence flagrante. Chapeau à Bruges qui a montré que c'était une très très belle équipe encore. Et Monaco, il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau. Tous les ans, ça se qualifie maintenant et il n'y a pas le niveau. Le plafond, il est là. Le plafond, il est atteint. Ça n'évoluera plus. Je t'ai souvent dit, Nico, je me demande si le plafond n'est pas atteint. Ah, il est atteint. Il est atteint. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Mais Monaco n'ira pas plus haut aujourd'hui que ce qu'on a vu. Voilà. Il n'y aura pas plus haut que ce qu'on a vu, c'est-à-dire deuxième place, troisième place, barrage, avec un peu de chance. Si Barcelone prend un rouge, 16e de finale, pourquoi pas. Mais là, avec le tirage, c'est plus possible maintenant quasiment. Ça ira pas plus haut. C'est pas possible. Toi, tu l'acceptes et tu finis la saison comme ça parce qu'en Ligue 1, ça peut suffire. Soit tu changes maintenant. Voilà. D'entraîneur.
Ah ouais, t'en es là, quoi. Oui. D'accord. Ah ben, moi, excusez-moi, Vas-y, avec Romain. Manu, on en avait parlé, les gars, tous les ensemble. Moi, je pense que Monaco, le véritable problème, c'est l'entraîneur. Ok. T'as un entraîneur le message ne passe plus, les gars. Le message ne passe plus. C'est-à-dire, je vais faire un petit flashback dans le passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le soir de l'élimination contre Benfica, ce qu'il avait déclaré. Bon. Ça veut tout dire. Il avait dit quoi? Quand il dit je suis fier de mes joueurs, mais les gars, vous vous faites éliminer par Benfica, Benfica qui est faible, et vous avez normalement la possibilité, c'est pas normalement, c'est que vous devez passer, mais sans aucun problème, vous passez pas. Tu as été totalement à l'opposé de ce qu'on t'attendait, et tu te permets de dire ça, c'est en gros, j'envoie, je fais un truc, je valorise mes joueurs, mais les gars, le message ne passe plus. Pour moi, Hutter doit partir. Et Monaco, derrière, le prolonge en plus. C'est ça le truc. Pour moi, le message ne passe plus. Il faut se regarder dans les yeux. Ils ont un effectif, il est magnifique cet effectif. Il est magnifique. Mais on sent que voilà, les joueurs ne sont plus à 100%, ne veulent plus. Vous savez que Ben Seguir, il est parti parce qu'il y a eu des tensions. Hein. Oui, Il bien y a eu des sûr. tensions. Et voilà. Si on arrive à faire partir tes joyaux, tu arrives à garder à Cliouche cette année, ce qu'on en avait parlé la fois où on avait présenté l'équipe type de Monaco. Putain, mais les gars, cet effectif, il est magnifique. Il est magnifique. Moi, je ne sais pas, est-ce que les dirigeants de Monaco, à un moment donné, se sont regardés dans une glace et se sont dit, bon, on va remercier Hutter parce qu'il a quand même fait du bon boulot. Voilà, il a examiné en Ligue des Champions. Le projet, il a réussi à les faire franchir un cap. Tu arrives quand même en 16e de finale. Il faut pas quand même tout jeter à la poubelle, comme dit Manu. Je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, les gars, pour moi, il y a quelque chose qui est cassé. Voilà, tu as beau mettre du scotch ou de la colle, c'est cassé. Je pense qu'il faut changer, il faut remettre une nouvelle pièce et on repart avec cet effectif-là. Et puis, tu as totalement raison. Et puis, au-delà du fait que les joueurs n'ont toi, j'ai l'impression que c'est ce que tu ressors, que les joueurs n'ont pas l'air attachés. Et je le ressors aussi, hein. Je le ressens aussi. Et c'est des joueurs qui ne se font pas mal pour leur entraîneur. Et ça se voit. Et au-delà de ça, il y a aussi tout simplement le fait que tu as une incapacité à obtenir mieux. À un moment, tu as atteint les meilleurs résultats que tu pouvais obtenir avec cette mise en place, avec les changements en cours de match, avec plusieurs choses. Tu as obtenu des résultats qui sont cohérents. Donc, tu n'as pas été viré. Tu es resté 2 ans et demi. Voilà. Mais à un moment, si tu actes le fait que tu ne peux pas aller plus haut, ben, tu peux changer. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut changer maintenant ou pas. Pour moi, je changerai maintenant. S'ils ont quelqu'un. Parce que quel est le risque? La Ligue des Champions, elle est finie aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Ce match-là, il fallait le gagner pour se qualifier. Il fallait le gagner pour se qualifier. Tu ne le gagnes pas, c'est Bruges qui peut se qualifier. Tu as des matchs beaucoup trop compliqués. Il faut te focaliser sur la Ligue 1 et sur la Coupe de France. Faire une belle saison en France, déjà mieux que les années passées, ce qui n'était pas le cas sur le début de saison non plus. Donc, à un moment, il faut acter le fait que ça ne peut pas aller plus haut. L'OM, on voyait que ça pouvait progresser. À Monaco, je ne vois plus comment ça peut faire de meilleurs résultats actuellement. Donc, à un moment, il faut l'acter. Maintenant, qui? Alors, ça, c'est une bonne question. Oui. Je ne sais pas s'ils l'ont, je ne sais pas s'il existe. Parce que sinon, tu gardes Hutter, tu finis la saison, la Ligue des Champions, elle est foutue. Tu essayes de te requalifier parce que c'est possible. Voilà, la Ligue 1 permet, quand tu as un bel effectif, permet de se qualifier sans être exceptionnel, sans être bon même parfois. Tout à fait. Je sais On verra. pas, c'est dommage qu'il ait signé à Benfica, mais t'aurais peut-être pris Mourinho, quoi. Au pauvre, jamais de la vie. Je pense que justement, non. Je pense que justement, Mourinho, tu rigoles. À Je sais pas, Monaco, non. je regarde un peu qui est dispo, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut. Déjà, le timing, il n'est pas bon parce que tu reprends la saison, ça fait quoi? Ça fait exactement un mois qu'on a repris la saison. Donc, oui, c'est ça. Puisqu'on a repris la saison le 16 août, je crois, c'est ça? Ouais, ça fait Si. un mois, ouais. Donc, tu reprends la saison. Quel est l'entraîneur qui est sur le marché actuellement? Bon, mais Mourinho, c'est fini. Les gars, non. Je pense que le timing de Monaco, c'était en fin de saison dernière. Voilà, c'est merci, Adi. Tu as atteint les objectifs demandés. Maintenant, on veut faire un cap. On pense que tu ne fais T'as pas raison. partie. Tu as raison sur le fait que ça se voyait déjà à partir de l'été dernier et avant. Tu as raison. Le problème, c'est que c'était dur de le virer alors qu'il avait atteint en quelque sorte
les objectifs minimums qui étaient la qualif. Ça aurait été un peu voyou, tu vois ce que je veux dire, de se dire, bon, on a anticipé le fait que tu n'y arriverais pas à aller plus haut. C'était un peu présomptueux, même si, tu as raison, ça se voyait. Hein. Maintenant que tu es confronté à ça, tu peux prendre la décision. Tu vois ce que je veux dire? Tu as pris 4-1, lui, j'ai été 10 fois meilleur que toi. Ah voilà, c'est la réalité, c'est du concret maintenant. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou pas? Ça, parce que je crois que ce week-end, tu reçois Metz. Monaco reçoit Metz. Oui, je crois. Hein. Metz, c'est niveau Ligue 2. Monaco, ils vont certainement gagner. Voire même sûr. Pour moi, ça pose d'aucun souci. Si mais pas, là, c'est sûr que... c'est l'arbre qui cache la forêt, les gars. Bah, c'est ça le truc. Moi, j'ai l'impression... Mais il fallait que ça se voit. Il fallait que ça se voit et là, on l'a vu. Moi, on le disait, hein, et tu as raison, et Romain, tu le disais aussi, et on le disait, hein, qu'il y avait des choses qui ne progressaient pas et que c'était trop sommaire, trop basique, trop simple. Et bah là, on l'a vu. Là, on l'a bien vu, et maintenant, que faire? Bah, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas l'impression que là, à Monaco, il y ait cette volonté d'aligner les coachs. Bien au contraire, j'ai l'impression que t'as quand même du temps en fait à la SM. Donc, je serais surpris qu'ils le virent en fait. Mais tu crois encore, toi, Nico? Tu crois encore? Franchement, là, vu que avec Monaco, de toute façon, ça démarre toujours mal, bah, je le laisserai jusqu'à l'hiver, quoi. Oui, ça s'entend. Hein. Tu as un entraîneur qui est sur le marché Ah, et qui peut faire du bien parce que c'est vraiment un pur entraîneur de club. Il est italien, c'est Spalletti. ah oui. Ouais. Spalletti, c'est un vrai entraîneur de club. Et je pense que dans ce marasme-là, il peut effectivement récupérer l'AS Monaco. Je te dis pas faire un contrat de 4 ans, mais il peut, en ce début de saison, déjà le championnat, c'est pas mort parce qu'on on va être à la 5e journée. Donc tu resteras encore 29 matchs derrière, donc tu n'as pas encore une grosse distance avec le PSG. Donc tu peux quand même être parmi, voilà, te dire deux. La Ligue des Champions, il y a effectivement des gros matchs, mais bon, il n'y a rien qui est joué aussi, il ne faut pas croire. Hein. Tu retournes un second tour. Moi, franchement, l'effectif de Monaco, je vous le dis très sincèrement, c'est une équipe qui à 100% peut embêter beaucoup de monde en Europe. Donc moi, je crois encore, mais j'y crois à une condition qui est véritablement un électrochoc, une nouvelle façon de travailler. Mais ils vont pas découvrir des capacités tactiques. Ils vont pas se réveiller demain avec des idées tactiques et avec des idées de jeu, avec des certitudes dans le jeu. Moi, je rigole souvent des coachs comme De Zerbi parce qu'ils sont super drôles. Mais la vérité, c'est qu'ils ont des idées sur le jeu. Et tu me demandes, la dernière fois, tu me disais, Nico, parfois on le compare à des entraîneurs sans idées parce que quand je critique Bale. Mais je te disais, si De Zerbi veut quelque chose dans le jeu, il sait comment l'obtenir. C'est pas le cas à Monaco. À un moment, ça, c'est pas un truc qui tombe. C'est le truc que toi, tu réfléchis, dont toi, tu es sûr, que toi, tu travailles à l'entraînement. Ça vient pas tout seul. C'est pas en lançant des ballons sur deux attaquants que ça va arriver. Tes deux attaquants, ils permettent d'avoir une présence et que le ballon, il rebondisse dans la surface. Ça, c'est super. Mais ça fait pas un super niveau. Donc, à un moment, si tu es incapable, si tu as l'incapacité d'aller plus haut, tu as l'incapacité. Et c'est comme ça. Et ça a l'air d'être le cas. Donc, moi, il y a deux noms que j'aime bien. Je sais pas, je veux pas leur imposer, ils font ce qu'ils veulent. Il y a deux noms que j'aime bien, c'est Terzic et Nuno Espirito Santos. Je les connais pas. Les coachs, il faut aussi les connaître. Savoir s'il a des idées sur ce qu'il veut faire là tout de suite, s'il sait ce qu'il veut faire, s'il est sûr ou s'il sait pas, s'il veut tester plusieurs choses. J'aime pas ça. Il faut voir. Mais là j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est mon impression, c'est que tu peux pas aller plus haut. Là, tu as Manchester City, tu as Tottenham. Bon, peut-être. Pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est il faudrait un carton rouge. Moi, j'aimerais que là, tu arrives dans ce match et que tu domines et que tes individualités, elles se voient et pas que tu sois surdominé pendant 96 minutes. Et ça t'es surdominé parce qu'en face, ils sont forts et toi, t'as pas d'idée dans le jeu. Donc malheureusement, tu as atteint ton plafond. Le deuxième message, je pense qu'il y a eu. Et bon, après, vous savez, moi, je fais beaucoup de déductions et j'ai pas souvent eu raison, mais ça peut être aussi un truc.
C'est quand il y a eu à un moment donné une question du départ de Zakaria. Oui. Tu lèves Zakaria de Monaco, mais tu as tout qui s'effondre. Il joue pas. Il joue pas sur ce match. T'as raison, Non. Romain. Il joue pas sur ce match. Et celui qui le remplace, Aladji Bamba, qui a 18 ans, a donné 118 ballons à l'adversaire. Évidemment, évidemment. Et ça se ressent parce que t'as pas recruté un milieu de terrain. Parce qu'en plus, tu voulais vendre Zakaria sur les derniers jours parce que tu t'en foutais et qu'il a fallu faire une mission pour le retenir, mais là, il s'est blessé. Évidemment que sans tes cadres, c'est plus compliqué. Mais sans Zakaria, tu dois pas te faire martyriser comme ça. Tu dois montrer que Marseille a perdu. Marseille aurait pu perdre 3-1. Marseille a montré des choses. J'ai vu que dans d'autres matchs où il y aurait moins d'individualité en face, où ce serait moins bon en face, Marseille allait être bon. Là, il faut que le ballon il rebondisse dans la surface pour marquer. Je te promets que c'est vrai. Si le ballon il ne fait pas 3 coups de billard dans la surface, tu ne peux pas marquer. Et là, Manu, je vais te poser une question. Parce que tu sais que l'OM va jouer contre Bruges. Et ce que tu as vu du match de l'OM à Madrid, si l'OM... Il y a match. L'OM sera au niveau. L'OM sera au niveau parce que dans les intentions de jeu qu'il y a à Bruges, elles sont aussi à l'OM. Et en plus de ça, l'OM a aussi des individualités. Pour moi, meilleur que Bruges, les individualités à l'OM. Donc pour moi, il y a match et l'OM peut gagner ce match. Ce que j'ai vu, c'est que l'OM peut gagner ce match. Il y a vraiment un marasme à Monaco, les gars. Ouais, c'est pas bon. C'est pas Oui. bon. Le niveau, il est Mais tu l'as moyen. vu, vous l'avez vu, c'est pas possible d'avoir une défense aussi naïve. T'as le mec le plus expérimenté de ta charnière centrale qui est d'ailleurs, qui était en train de repositionner tout le monde en leur disant il faut que tu viennes m'aider, pourquoi t'es là-bas, machin, mais c'est pas Et normal. ta défense, elle est pas bonne parce que rien n'est bon. Parce que ton milieu de terrain, comme il disait Romain, il n'y a pas Zakaria et Bamba était catastrophique malheureusement, mais c'est pas de sa faute. Parce que le milieu de terrain, Bamba, Camara, Lamine Camara, il ne fonctionne pas. C'est pas bon derrière et au milieu aussi parce que devant ce n'est pas bon parce que tu ne sais pas comment trouver tes attaquants, mis à part des longs ballons et démerdez-vous. Quand rien n'est En première performant, période, Balogun et Biarrette en première période, ils ont échangé un ballon. Vous vous rendez compte quand même? bien sûr, parce que tu sais pas comment les trouver. Entre deux, ils savent pas comment se trouver non plus. Au final, vraiment, quand je te dis que c'est du positionnement de joueur et démerdez-vous, je te promets que c'est ça. Ce positionnement de joueur, il est plus intéressant que déjà ce qu'il faisait au début Hutter, parce que quand il est arrivé, il a perdu contre une Nationale 2 parce qu'il mettait Zakaria défenseur central à 5 derrière et que c'était immonde. Et là, tu perdais contre une Nationale 2, une 4e ou une 5e division où les mecs ils travaillent à côté. Là, depuis, le positionnement de joueur, il permet d'avoir de la présence devant. Il permet d'avoir un petit peu de qualité individuelle. Parfois, Kliouch, il te débloque un match. Parfois, Balogun, il te débloque un match. Mais ça suffit pas à ce niveau-là. Quand une équipe en face, elle est forte, ben voilà. Il n'y a même pas besoin de grandes individualités. Bruges, ils ont perdu des joueurs. Ils ont perdu De Kuyper que j'adorais. Ils ont perdu d'autres joueurs. Et ils ont perdu un milieu de terrain, Achraf, qui était super important. Ben, ils ont été 10 fois plus forts. Voilà. Ouais. Je crois que la messe est dite. Est-ce qu'il y a un autre point à relever de ce match? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on a tout dit. Pour revenir, en tout cas, pour répondre à Romain, je suis assez confiant pour l'OM. Alors, il ne faut pas qu'il y ait dinguerie. Il ne faut pas que ça reparte dans des n'importe quoi avec Bellardi qui tient le ballon 95 minutes, qui ne s'occupe pas de défendre. Mais ce que j'ai vu, dans l'évolution que je vois, il y a évidemment match et je pense que l'OM peut gagner ce match. Oui, oui, oui. Écoute, on verra déjà ce que ça donne. C'est quoi, c'est dimanche pour le Classico? Ouais. Donc là, déjà, il y aura voilà, des learnings, comme on dit, des choses qu'on va pouvoir retirer de ce match, puisque l'OM va se confronter aux champions d'Europe. Donc, on va voir si on verra un contenu qui est aussi encourageant. Voilà, messieurs. Je pense qu'on a fait un tour de ce qu'on pouvait se dire sur les clubs FR en C1. Un seul club a réussi à prendre des points. C'est toujours le même, mais J'aurais cru que Monaco allait s'imposer à Bruges, très sincèrement. Hein. Franchement, je suis surpris. Franchement, pas surpris, mais je ne m'attendais pas à ça. Avant le match, j'ai dit que je pensais que Monaco allait gagner. Mais
Ça, c'est un peu de la naïveté. Je me suis trompé parce que en réalité, on le disait. Et en réalité, on n'est pas fou non plus. On disait quand même que c'était limité. Et on l'avait dit après au cercle que c'était chanceux. Et voilà. Bah, ça te rattrape. Je pensais pas que Bruges allait être aussi fort, aussi vite aussi. Bah, voilà. Moi, je crois pas, Manu, hein, parce que beaucoup de gens voyaient Monaco gagner, quoi. Je suis sûr que Ouais, tu auras les rapports du Loto Foot à 15 sur cette journée de Ligue des Champions. Je suis persuadé que tu n'auras pas de gagnant. Si Monaco est dans la liste. Parce que qui aurait cru que. On sait très bien que les Belges jouent au ballon. On le sait, hein. Vous avez vu l'entente Saint-Gilloise? Ouais, Oui, il fallait un Indomaine, ils les ont éteints, hein. ouais. non, mais en fait, oui, non, mais qui gagne d'un match disputé. Mais là, en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que ce soit une boucherie, quoi. Et c'est comme ça. Les Ouais. lacunes de Monaco ont éclaté face à une très très belle équipe. Voilà, tout simplement. Exactement. Bon, allez, messieurs, je vais vous arrêter parce qu'il est l'heure. Merci beaucoup hein, d'avoir été disponible pour ce live. On va très certainement se retrouver lundi pour parler de notre bonne vieille Ligue 1. Et voilà, je vous dis, vive le foot parce que voilà, surtout vive la Ligue des Champions parce que ouais, on est très content de la disputer côté supporter de l'OM. Il va y avoir des beaux matchs au Vélodrome, hein. Ouais, tout à fait, monsieur. Bref, merci encore et on se dit à Merci lundi. Nico, merci Ciao. Romain. Et merci à John qui est venu, qui est très bon.